Plus rien ne m'étonne, non, non, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, non, non, plus rien ne m'étonne. Eh oui, bonjour, comment vas-tu? Bah bonjour, mais très bien et toi? Bah, ça va. Qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps, mine de rien. Eh ben écoute, ça va, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. C'est ton nouveau chez toi là du coup alors, c'est C'est mon ça? nouveau chez moi, ouais, depuis un petit mois maintenant. Presque un mois pile. On Nice, a déménagé le 19 février. d'accord. Donc, voilà, encore un peu dans les cartons. Je sais pas si Ouais, tu je vois vois quoi. un carton derrière. Voilà, tu vois, Il y en a c'est un peu quelques-uns, le ouais, en effet. Ouais. bordel là, derrière moi. Voilà, c'est un peu le bordel. T'es je vais mettre des guillemets à ça, t'es à la campagne maintenant du coup. Ah bah par rapport à là où j'étais avant, ouais, c'est la campagne. Ouais. Je suis dans un village de 1200 habitants. Donc, 1200 habitants? c'est pas beaucoup. Il y a une boulangerie. Non, mais après, c'est juste à côté de Lyon, donc ça va. Mais Oui, c'est vrai que t'es... ça fait un peu plus campagne. On a un voisin qui a Ouais. des poules. Tu vois, on les entend le matin. Ça, c'est marrant. C'est marrant. Non, c'est cool. Et puis tout le monde se connaît dans le village. C'est trop marrant. Ouais, ça te change du coup. Je vais poser une question débile, mais c'est la première fois de ta vie que tu vis à la campagne ou Ouais. Première fois en maison, première fois à la campagne. Ouais. Ah ouais. Eh ben, bienvenue au club. Ça me fait tout drôle, mais en même temps, je suis super content. C'est vraiment Bah ouais, cool. tu m'étonnes, t'as un jardin du coup? Ouais, carrément, ouais. Un bon petit jardin, on va se fabriquer un potager. Donc, non, c'est cool. Trop bien, félicitations. Une nouvelle vie. Mais oui, une nouvelle vie commence. C'est chouette. En plus, t'es quoi? T'es 15-20 minutes, non, de Lyon, j'imagine, un truc comme ça? Un petit peu plus quand même. Un petit peu Bah, plus. ça dépend du trafic, mais 20 minutes, l'autre fois je l'ai fait pour aller dans le 6e arrondissement depuis chez moi, mais Ouais. c'était un dimanche matin à 8 heures du matin, donc autant dire qu'il y avait personne sur les quais. Mais sinon, l'autre fois pour aller à la Croix-Rouge, j'ai mis 40 minutes. Tu vois, enfin, faut bien une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller sur Lyon. Et ça va, du coup, ça te fait pas trop chier pour le. Parce qu'avant le taf, t'y allais en vélo, et du coup, maintenant, t'es obligé d'y aller en bagnole. Non, non, j'y vais toujours en vélo. Tu vas toujours en vélo? Oh, sérieux? Et ouais, Ah je ouais? suis un foufou des glingos. Attends, mais t'es un déglingo, t'as un vélo électrique, non? Ouais, vélo électrique, ouais. Ouais, quand même. Je suis Lui un aussi. foufou, mais Mais pas pas à ce non plus point-là, ouais. trop foufou non plus. Alors, j'ai fait le test la semaine dernière parce qu'en fait, je suis en télétravail, donc je vais pas si souvent que ça Bah oui. au Ouais, de boulot. fait, ouais. Mais la semaine dernière, j'ai dû y retourner et j'ai fait le test, j'ai mis 55 minutes. Ça va, franchement, entre 40 minutes de bagnole et 55 minutes de vélo, Bah ça va. Et puis le honnêtement, chemin est le vite fait. soir, je doublais les bagnoles en fait sur les quais. Il y avait des gros bouchons et puis moi, je traçais sur ma piste cyclable, tu vois, j'étais tranquille. C'est Donc trop cool ça. ouais, c'est trop cool. Franchement, C'est trop cool. j'hésite à me prendre un. Tu me diras, je travaille pas, mais j'hésite à me prendre un vélo électrique pour. Pareil, pour Ah possiblement se bah, je déplacer à la peux que te le campagne. conseiller. Puis en plus, je crois qu'il va y avoir des primes à l'achat. Ça va être reconduit, il me semble, primes à Ah l'achat ouais? de vélo. Ouais, ouais, ouais. C'est cool. Je sais pas si c'est. Ouais, alors faut se renseigner. Je sais pas si c'est la métropole, la région ou le pays. Mais enfin, je sais que, enfin, j'ai entendu parler de primes. En tout cas, moi, étant à Lyon, je pourrais en bénéficier. Bah, Voilà. franchement, Mais je peux que te bah ouais. conseiller de t'acheter un vélo électrique. C'est vraiment cool. Bah, ça évite de faire des déplacements en bagnole. Je pense qu'économiquement, ça doit être rentable. Ça permet de faire du sport. Et Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'avantages, ouais. bah Bon, après, carrément. je bosse pas, Ouais, du coup, mais t'en ouais. es où, toi? Ben, Bah, je suis non essentiel à cette société, Benoît. ah, mais c'est bien ce que je me disais. Non, j'en suis nulle part. En vrai, là, c'est la merde la plus infâme. Ça veut pas rouvrir, quoi. En fait, la semaine dernière, Roselyne Bachelot a dit que les théâtres étaient inutiles à la société et dangereux. Elle a dit ça? Ils sont, ouais, elle a dit ça, ouais, mon interview. Mais du coup, tu fais comment? T'as du chômage partiel ou comment ça se passe? Ah non, j'ai rien. J'ai mon T'as rien chômage du tout tout? court que je vois défiler tous les mois. Et comme j'ai pas cotisé l'année dernière parce que le chômage partiel que j'avais l'année dernière ne compte pas dans le cotisation de chômage, en fait, là, je suis dangereusement, je vois les journées tous les chômages que j'ai depuis 5 ans qui défilent les unes après les autres sans savoir si je retravaillerai un jour ou non. Ah merde, putain. Donc c'est un peu la merde à ce niveau-là. Mais bon, bah écoute. Mais sinon, ouais, dans le futur, je pense que vu que la culture est en train de décéder la gueule ouverte, il va falloir changer à se reconvertir. Mais La finance, bon, c'est pas mal la ça. finance, je vais dépérir dans la finance après.
Je vous avoue que je suis juste hyper content parce que je me suis acheté un bras. Voilà, c'est le. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est la classe. Tu étais en train de te professionnaliser là. Ouais, bah écoute, j'essaie d'acheter. En fait, c'est pour me faciliter la vie parce que là, au moins, tu vois, je suis tranquille sur mon fauteuil avec le micro qui vient à moi. Avant, j'étais comme ça avec le micro qui était ici. Ouais. C'était un peu chiant. La prochaine étape, c'est que tu vas coller des boîtes d'œufs partout sur tes murs pour Mais en vrai, j'ai déjà un truc pour isoler le son. isoler le son. C'est une caisse de résonance qui entoure le micro comme ça. Ce qu'il faudrait que je m'achète, c'est un truc qui empêche les postillons et les pops comme ça sur le micro. Oui, c'est d'ailleurs, on a plein de visages là. Yes. Pardon, je Eh ben, suis écoutez, fatigué. c'est pas grave. Excusez-moi d'avance pour toutes les blagues un peu merdiques que je vais faire ce soir. Je suis au bout de Moi, ma vie. je trouve ça parfait. Je suis fan. Je suis fan. Écoutez, bienvenue à vous deux dans cette nouvelle émission de Rien et de Tout. On applaudit bien fort Ouais. tout le monde. Ouais, on s'enjaille. On est avec Benoît, vous l'avez compris. On est avec Jules autour d'une table virtuelle parce que le Covid est toujours là et que nous sommes le 18/03/2021. Messieurs, j'ai eu du mal à vous avoir. Ah bon? J'ai eu beaucoup de mal à vous avoir. Oui, un peu. Les auditeurs s'en rendront compte puisque C'est rocambolesque. maintenant je donne les dates avant chaque épisode puisque comme je sais jamais quand ils sont uploadés. Donc les auditeurs s'en rendront compte puisqu'il y aura un trou entre le dernier épisode et cet épisode-là, un trou de plusieurs mois. Mais après, vous n'êtes pas les pires parce qu'il y a encore un autre binôme que je n'arrive toujours pas à avoir et que je pense que je n'aurai jamais avant très très longtemps. Ah bah voilà, non mais moi, c'est ça en fait, il y a toujours pire que nous. Il y a donc moi, toujours ça me pire va. que vous. Ouais. Donc franchement, C'est rassurant. vous êtes là Dramatique. et moi je suis hyper heureux que vous soyez là tous les deux. Jules et Benoît, je suis pas sûr que vous ayez travaillé un jour ensemble sur l'émission. J'en Il y avait suis l'épisode pas de certain. Noël. L'épisode de Noël, ouais. Vous Ouais. avez fait l'épisode de Noël ensemble. Ouais. Mais sinon, à part ça, je Ah crois mais que moi j'ai vraiment fait un passage en coup de vent à l'épisode de Noël. oui, je me t'es venu, rappelle, t'as fait ta j'ai chronique, vraiment- t'es parti. Ouais. Ouais. En fait déjà je me suis rappelé que je devais faire un truc 20 minutes avant. Donc j'ai fait un truc en 20 minutes à tout péter et après Marc a fait bon bah tu commences, je fais merde. Et du coup j'ai sorti un truc comme je pouvais mais ouais en plus après j'ai fait que je bouge donc bon c'était pas glorieux. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, du coup, comme je disais, ça me fait plaisir de vous avoir. En plus, c'est rigolo parce que vous avez des points communs en fait. Déjà, vous avez tous les deux un mur orange dans votre fond. C'est vrai. On n'a pas fait exprès. Vous n'avez pas fait exprès, mais ça marche. Et surtout, vous êtes tous les deux des hommes de science. Attention. Eh oui, D'accord. Je ne parce savais pas. que. Oui, parce que. Enfin, je Jules, savais toi, pas pour tu Jules, es- pour moi je savais, mais pour Jules, je savais pas. Qu'est-ce que tu fais Benoît? Moi, je travaille à l'EDF. Je suis ingénieur chez EDF et je fais de la Ok. sûreté nucléaire, pour résumer. Ok. On est d'accord que tu es docteur, Ben. Ouais, je soigne pas des gens, je fais pas d'ordonnance, Oui. mais je suis docteur. Tu es docteur. Mais tu es docteur en quoi, du coup, alors? En physique des matériaux. Physique des matériaux. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais maintenant, mais dans une ancienne vie, ouais, j'ai fait un doctorat en physique des matériaux. C'est quand même hyper stylé. Et du coup, il y a un docteur Sur quel sujet du coup? et il y a un apprenti Par docteur. curiosité. Alors, c'était dans le domaine de la microélectronique et c'était étudier un matériau pour l'intégrer dans une fonction, en fait, dans un composant qui est utilisé en téléphonie mobile. Voilà. Putain, ouf. Ok. Trop classe. Toi, t'es un futur docteur, Jules. Bah, là, je suis en première année de doctorat, ouais, du coup. D'accord. C'est les meilleures années devant toi. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, si, bah, franchement, moi On verra. j'ai vraiment kiffé. Toi, t'es dans quel domaine du coup? Je suis en géographie, mais une fois que t'as dit ça, t'as rien dit. Parce que Peut-être je une autre connais différence. pas bien Ça- moi la géographie. Enfin, parce Ça, que ça veut rien dire. Quand... Moi, j'aime bien tester le truc de faire les blablacar, je trouve, c'est des mini-expériences à chaque fois. Tu peux tester à chaque fois comment tu te présentes. Je trouve ouais. ça marrant. Et quand tu dis géographie, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, mais vous avez un laboratoire, vous cherchez des villes. C'est déjà arrivé. Ah ouais? C'est vrai? Donc ouais, mais c'est vrai en fait, c'est pas ce que ça veut dire. Moi je suis en géomorphologie, donc c'est une branche spécifique de la géographie qui étudie plutôt le relief.
Donc ça étudie l'évolution des reliefs terrestres. C'est à mi-chemin entre la géographie et la géologie, si tu veux. Et moi, je bosse en grotte. Je bosse sur des milieux souterrains et sur des sites archéologiques en milieu souterrain, donc c'est encore plus spécifique. Et je travaille sur faire le distinguo quand tu vois un paysage souterrain entre ce qui est de l'ordre du naturel et ce qui est de l'ordre de l'humain. Parce qu'il y a pas mal de choses, par exemple dans des grottes ornées, tu vois les peintures, tout de suite ça te saute aux yeux, tu vois des trucs comme ça. Mais il y a plein d'autres utilisations de l'espace qui sautent pas forcément aux yeux. Et notamment, en fait, l'aménagement des grottes au cours du temps, qui, voilà, ça saute pas forcément aux yeux. Un bloc, c'est un bloc, mais c'est mon boulot de faire la différence entre un bloc qui est là de manière naturelle et un qui l'est pas. Et du coup, de comprendre comment est-ce que, homme et milieu naturel construisent une grotte l'un l'autre. La grotte limite l'homme et lui offre un paysage, et l'homme modifie la grotte en retour et l'aménage. Voilà. Trop bien. Mais du coup, Comme d'habitude, quand on explique les sujets de thèse, ça dure un quart d'heure à peu près. Mais c'est intéressant. Ouais. Mais voilà. Mais du coup, putain, j'ai plein de questions du coup. Déjà, pourquoi? Quand? Comment? Avec qui? Combien? Non. Non, c'est des vraies questions en plus. T'as une formation de quoi à la base en fait? T'as fait plutôt de l'archéologie initialement, ou comment t'en es venu à venir à ce sujet de thèse? Moi, j'ai une formation de géomorphologue, donc d'étude des formes du relief. Tu peux faire plein de choses avec ça. Il y en a qui bossent sur les risques à venir, par exemple dans les Alpes, les montagnes changent, et donc le relief va changer, change déjà et va changer encore plus. Donc il y en a qui bossent dans l'étude de ces phénomènes en haute montagne. Il y en a qui vont bosser sur les dynamiques littorales, d'évolution de la côte, etc. Il y a plein d'applications. Moi, je me suis spécialisé en grotte parce que déjà je trouvais ça vachement cool. C'est une bonne raison. Non, mais c'est vrai que c'est bête, mais en fait c'est un milieu que je trouve super intéressant. Enfin, je sais pas, t'as ton casque, tu vois ta petite lumière tremblotante, et juste tu vois le sombre. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez mystérieux. Je trouve ça assez classe, du coup. Donc je connaissais pas du tout, mais je m'y suis mis pour mon master, et je bossais sur une grotte dans l'Ain. Et mon taf, c'était donc t'avais la réserve naturelle. En fait, c'était une réserve naturelle souterraine. Donc t'as à la fois la grotte qui est sanctuarisée, puis t'as le terrain au-dessus en fait qui est protégé, voilà, c'est une réserve naturelle. C'était quelle grotte? Sauf qu'en fait, ils connaissaient la grotte de Haute-Cour. C'est tu prends Bourg-en-Bresse et tu traces à l'est sur une trentaine de kilomètres. Histoire d'arriver dans un endroit assez paumé où il n'y a même pas un bar tabac d'ouvert. Il n'y a rien de rien. C'est le néant. C'est un très trou triste des fois en hiver. Vous avez dit que c'est un trou paumé. Une mauvaise blague. Exactement. C'est ça. Et les gars, en fait, ils connaissaient pas. Enfin, en fait, il n'y avait pas vraiment eu d'études sur la grotte. Du coup, ils connaissaient pas bien qui devait gérer. C'est-à-dire, ils connaissaient pas son histoire. Ils savaient pas comment elle s'était formée, ils savaient pas comment elle évoluait, quelles étaient les dynamiques de la grotte, etc. Et t'avais des questions qui se posaient. Par exemple, si tu veux, c'est une grotte où t'as un long couloir, tu descends un puits de 10 mètres et t'arrives dans d'autres galeries en dessous. Et voilà, tu peux arriver que par en haut. Le problème, c'est qu'en dessous, on trouvait des griffettes d'ours, par exemple. Mais on trouvait pas d'ours. Donc, si un ours était descendu, on l'aurait retrouvé, du coup, il n'aurait pas réussi à remonter les 10 mètres. Donc voilà, il y avait des questions comme ça qui se posaient, et donc mon taf, ça a été de comprendre comment est-ce que la grotte s'était formée, en différentes étapes, en 6 étapes. J'ai fait 6 étapes, c'était pas... Et voilà, expliquer un peu ça, puis la décrire précisément, et puis... Donc c'est passé par énormément de cartographie très détaillée, par des coupes, par etc., un peu de sédimentologie, et voilà, tout ça fait une petite tambouille. Et donc pendant 2 ans j'ai bossé sur cette grotte. Donc la première année vraiment sur la grotte, et puis la deuxième sur les autres en fait autour. Et voilà, parce que c'est des milieux qui conservent tout ce qui s'y passe, donc c'est pour ça qu'ils sont assez intéressants. Puis même par eux-mêmes, une grotte c'est un niveau d'eau ancien en fait. C'est une grotte, ça se connecte à une rivière. Donc si tu trouves une grotte perchée à 200 mètres de hauteur, c'est qu'il y avait une rivière avant, beaucoup plus haut. Donc rien qu'en elle-même, une grotte c'est un indice intéressant de l'évolution du paysage, mais en plus ça piège tout ce qui passe en fait, et donc ça piège des sables, ça piège des machins, et donc c'est autant d'informations sur des environnements passés. Dans mon mémoire, du coup, j'étais remonté jusqu'à 6 millions d'années avec cette grotte. Donc voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Puis après j'ai connu Marc à Chauvet 2, et côté archéo m'a vachement plu.
Et puis voilà, du coup, quand j'ai commencé à discuter thèse, je me suis dit bon, c'était sympa. Maintenant, j'aimerais bien parler un peu d'humain et du côté archéo, quoi. Ouais. Donc voilà. Du coup, j'ai pu regarder ça, quoi. Donc là, moi, je travaille majoritairement sur une grotte qui s'appelle la grotte de la Garma, qui est en Espagne, qui est au niveau de Santander, qui est une grotte avec une histoire de dingue, qui est surtout telle quelle. Il y a des sols d'occupation tels quels, en fait. Il y a des campements qui étaient faits au niveau d'un porche, qui s'est effondré il y a plus de 14 000 ans. Et donc, du coup, t'arrives sur un site archéologique, mais tel quel. C'est-à-dire, voilà, Ah ouais. il y a des archéos qui fouillent des sites pour trouver des restes de campement. Bah là, c'est tout tel quel, en fait. Il y a même la palette de peinture qu'a laissé tomber un gars, tu vois, qui s'est cassé la gueule. Voilà, t'as des empreintes de pas, t'as tout. T'as une histoire absolument dingue à la Garma. Bon, après, je dis que je travaille dessus, j'y suis allé une fois avant le début de ma thèse, et puis après, Il tac. y a un petit truc appelé le Mais Covid. comment tu fais du coup? Tu dois te rendre souvent sur les sites ou Là, du coup, la Garma, c'est en stand-by, parce que j'ai pu y aller que pour la découvrir. Je peux plus y aller pour travailler. Parce que, du coup, comme je vous disais, on fait énormément de cartographie, très détaillée, hein, c'est-à-dire que cette gomme, pour les auditeurs, c'est une gomme de taille normale, c'est une gomme, quoi. Ouais. On va la dessiner. Donc on fait ça à l'échelle d'une grotte, surtout le sol, donc c'est très long, surtout quand il y a des empilements de plein de trucs. L'idée, c'est surtout de savoir un élément est sur un autre. Bon, ça veut dire que ça, c'est un chapitre de l'histoire qui est arrivé après. Et des fois, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, c'est d'essayer de décortiquer tous les éléments. On fait des coupes, une fois qu'on a mis en place, du coup, ces événements, qu'on les a mis les uns par rapport aux autres, on peut commencer à parler de datation. Parce que du coup, on saura ce qui est pertinent à les dater pour notre histoire. Voilà. Donc, du coup, c'est pas mal d'observations sur le terrain. Donc c'est un peu chronophage, mais bon. Puis pas mal de mise au propre aussi. comment tu fais pour alors je vais peut-être utiliser un gros mot, mais pour ne pas polluer l'environnement quand tu vas faire ton observation? Parce que toi, tu vas te rendre sur la. On touche pas. On touche à rien en fait. Tu t'es juste là, t'as ta planche avec la petite ficelle qui tient à ton cou, tac. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un scan 3D nous de la grotte avant. Ouais. Avec le scan, on fait des planches. Si tu veux, on applique un ombrage numérique sur le sol qu'on a prédécoupé. Donc après, on appelle ça un modèle numérique de terrain. Donc on a un truc où on voit tout en fait. On voit tout le sol. On met le grand calque A3 par-dessus. Et puis on a plein de feutres avec plein de couleurs différentes, plein de variants. Puis on redessine par-dessus en fait ce qu'on voit. On crée la légende à la base. Et puis après, petit à petit, on la travaille ensemble. Et voilà, puis on remet les éléments les uns par-dessus les autres. Et du coup, j'ai pas trop pu aller à la Garma pour l'instant. Je devrais y aller en juin. Enfin, ça arrête pas de se repousser. Bon, normalement, en juin, j'y suis quand même. Et là, pour l'instant, du coup, on travaille sur la grotte de Saint-Marcel, donc qui est juste à côté de Marc. Oui. Voilà, on bosse là-bas en fait pour travailler notre méthode, justement. Pour une fois qu'on arrive à la Garma, on est ok sur la taille des planches qu'on imprime, on est ok sur notre légende, on est ok sur voilà. Parce qu'à la grotte de Saint-Marcel, en fait, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a déjà des structures humaines. Enfin, il y a des stalagmites qui ont été pétés, qui ont été agencés. Il y en a dans pas mal de secteurs. Il y a des secteurs où ça a l'air assez vieux. C'est-à-dire qu'il y a du cristal, c'est de la calcite qui l'a totalement recouvert. D'autres où ça a l'air très récent. Donc voilà, c'est juste des questions qui se posent. Et puis vu qu'à la Garma, il y aura beaucoup de ce genre d'éléments, puis que c'est ce sur quoi est ma thèse, du coup voilà, on s'entraîne à les cartographier, c'est un peu long. Et puis il y a aussi à Saint-Marcel, la grotte de Saint-Marcel, c'est une grotte qui est en tourisme depuis très très longtemps, de 1838 je crois. Sauf au départ on venait par l'entrée naturelle qu'on avait trouvée en la débouchant. Parce qu'elle était il y avait plein de petits cailloux qui la fermaient. Et puis pendant des décennies, on est allé dans la grotte en passant par cette entrée-là. Aujourd'hui, on y passe par un tunnel qu'on a directement foré dans la montagne, on arrive directement dans les parties profondes, mais bon, pendant pas mal de temps, c'était ça. Le truc, c'est que par l'entrée naturelle, il y a un puits à passer, pareil, c'est une dizaine de mètres à peu près. Sauf que plus loin dans le réseau, on trouve des traces d'ours, on trouve des griffades d'ours. Dans la visite touristique d'ailleurs, on trouve des griffades d'ours, ils n'en parlent pas beaucoup. Il y a des polis d'ours, il y a des charbons de bois, etc. Donc du coup, il y a des questions qui se posent sur comment est-ce que ils ont pu rentrer par là. Donc est-ce qu'il y a pu avoir une autre entrée dans le temps? Et effectivement, il y a des sérieux doutes sur une autre galerie qui est plus haute,
qui s'appelle la Galerie du Lac, et qui se termine sur, pareil, un grand, on appelle ça un tablier, un grand cône de petites roches qui ont éclaté à cause du gel, ce qui ne peut arriver qu'à l'extérieur, ça peut pas arriver en grotte. Ça. Donc ça veut dire que c'est bien des trucs qui sont arrivés de dehors, et qui ont fermé la grotte, petit à petit au cours du temps. Et voilà. Donc du coup, nous, on est en train de bosser aussi sur cette possible autre entrée de Saint-Marcel, qui a pu être exister il y a longtemps. D'accord. Voilà. Désolé, c'était un long monologue. Mais j'accepte de ne plus parler après. Non, mais c'est vachement intéressant quand même. Puis c'est sympa que tu expliques aussi ton travail en tant que géomorpho, parce que mine de rien, dans les de tout et de rien, tu parles pas mal de ça, et au final, là, tu rentres vraiment dans les détails de ton taf en tant que tel, quoi. Et Benoît, ça va, quand je vois que tu passes ton doigt sur la caméra, je me demandais si ça allait. Ah, il répond pas, donc. Il nous entend plus. Je pense qu'il nous entend plus. Ouais. Bon bah écoute, je continue. On va continuer avec toi. On va voir ce qui se passe après. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que Benoît, il avait plein de questions en tête. Je vais essayer de les garder de celles que j'ai pu comprendre. C'est en vrai, qu'est-ce qui t'a amené toi à alors la géomorpho? T'avais pas envie forcément de faire de la géomorpho à la base quand t'allais en géographie ou Non, je savais rien. J'avais lu un bouquin de Sylvain Tesson. Je sais pas si tu connais Sylvain Tesson. Le nom me dit quelque chose. C'est un aventurier français qui a été vachement connu parce qu'il avait passé, je sais plus combien de temps, il avait passé plusieurs mois au niveau du lac Baïkal, tout seul, dans une cabane. Et puis depuis, il a fait plein d'autres trucs. Son dernier bouquin, c'est sur à la recherche des panthères des neiges, je crois en Himalaya. Il avait fait aussi un tour de France à pied, il y a pas très longtemps, enfin bon bref. Et moi j'adorais les bouquins d'aventure comme ça, un peu seul dans la nature, machin. Et j'étais un lycéen paumé, qui avait vraiment des notes pourries, qui avait totalement lâché. Ouais. Et du coup je lisais ses bouquins. Et à un moment donné, dans un de ses bouquins, il parlait de la géographie, parce qu'il avait fait géographie, et il disait que lui, il avait fait que pour le voyage et tout, mais qu'en fait ça lui avait donné des mots, du vocabulaire en fait, pour comprendre ce qu'il voyait en rando. Il disait qu'une fois qu'il avait eu qu'il avait compris ça, aller en randonnée, c'était pas juste se balader en regardant et en disant c'est beau, mais c'était en fait lire constamment des choses et comprendre constamment des choses sur ce qui t'entourait. C'est-à-dire cette montagne, tiens, là je vois que y a telle forme, ça veut dire telle chose, il s'est passé ça, il y a eu ça, et que voilà, lui il parlait d'une clé de lecture qui faisait que tu lisais ce que tu voyais en baladant de manière constante. Et moi c'est juste ça en fait. Moi je me suis dit putain, j'ai trop envie en allant me balader de juste pouvoir comprendre ce que je vois, quoi. Donc c'est chouette. Donc du coup je suis parti là-dedans. D'accord, c'est une putain de bonne raison en vrai. Bah ouais, écoute, je sais pas, mais du coup je suis parti comme tous ceux qui partent en géographie sans savoir ce que c'est, parce que personne ne sait ce que c'est avant d'y être allé à la fac, au niveau fac. Et voilà, et puis j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Alors à Saint-Étienne, moi j'étais à Saint-Étienne à la base, on bossait pas mal sur les tourbières. D'accord. Donc c'est un style, c'était sympa, mais voilà, j'avais plutôt envie d'aller en montagne parce que je trouvais ça vraiment badass. Et en arrivant en fait en Savoie, j'ai eu des cours de grotte et j'ai trouvé ça encore plus cool. Et du coup voilà. Franchement c'est trop cool. Benoît, t'es de retour, tu nous entends? Benoît? Ouais, je vous entends. Ouais, vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon, on t'entend. Ouais, désolé. Hein. Pour une fois déjà, la dernière fois. J'avais un gros problème avec mon téléphone. Non, bon, désolé. J'espère que ça va pas le faire à chaque fois. Bon retour parmi nous, Benoît, du coup. Je termine avec une autre question, Jules, pour toi, parce que en fait, ça m'interroge. C'est que tu dis que personne ne sait ce que c'est que la géographie avant d'être à la fac. Et j'ai envie de dire, c'est vrai, parce que on a quand même, d'une part, très peu de cours de géographie au collège-lycée. Et c'est des cours qui, en majeure partie, et je dis ça en connaissance de cause, puisque je viens aussi de ce monde-là, sont faits par des gens qui font de l'histoire, en fait, et qui détestent aussi beaucoup la géographie, parce que on nous l'a enseigné aussi d'une certaine manière, parce que après, je pense qu'à la fac, vous en faites aussi, mais moi, j'ai un souvenir qu'au lycée, on faisait pratiquement exclusivement de la géographie économique.
Alors que moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de faire de la géographie dont tu parles, tu vois. Comprendre le paysage, comprendre la géomorphologie du lieu, etc. Et ça, j'en ai jamais fait une seule seconde, je pense, dans toute ma scolarité collège-lycée. Et je trouve ça Moi, je dommage. pense que oui, effectivement, ça serait intéressant, mais tu vois, ouais, mais après, c'est vraiment l'espèce d'analyse de comptoir, ou de l'analyse Blablacar, voilà, c'est de Non, mais l'analyse vas-y, Blablacar. on est là pour ça, on a une analyse Blablacar. J'ai l'impression que toutes les disciplines peuvent plus ou moins quand même dire, ah ouais, mais ça n'a rien à voir de l'apprendre collège-lycée, Ouais. quand t'arrives à la fac ou dans l'enseignement sup, ça change totalement, tu vois. Bah c'est normal en fait. Oui. C'est juste que voilà, c'est aussi la modalité d'enseignement qui change, donc du coup tu peux changer quoi, la manière d'approcher les choses. Et puis t'es déjà censé du coup avoir un bagage, donc tu peux partir de ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a des disciplines, je pense que l'histoire en fait partie aussi, qui change vraiment quand t'arrives à la fac, parce que on n'est plus dans l'espèce de bagage forcé, enfin d'espèce de socle de connaissances forcées qu'on te balance au lycée, où c'est juste en gros, pareil pour l'histoire, tout le monde connaît 1515 Marignan, ça sert à rien, enfin je veux dire, mais ils t'apprennent pas la méthode, ils t'apprennent pas ce que c'est en fait, enfin la discipline scientifique en elle-même en fait, ça ils te l'apprennent pas, ils t'apprennent pas enfin c'est pas le programme en fait. On doit juste te donner un bagage à refourguer, et c'est vrai que ce bagage peut être assez indigeste et puis correspond pas vraiment à ce que la discipline en fait en elle-même. Ouais, la réalité du terrain, entre guillemets, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est des disciplines qui souffrent après. Un mauvais point de vue de la part du public, quoi. En Blablacar, quelqu'un arrive et dit « Je suis informaticien ». D'accord. Tout le monde fait « Ah ouais, ok ». Et du coup, tu fais quoi spécifiquement en informatique ? Mais tout le monde part du postulat que c'est quelque chose que je ne connais pas trop et qui est vaste. Ok, je te relance. Tu dis « Je fais de la géographie ». Tout le monde fait je connais ça. Bah oui. En fait, on se fait tout de suite une idée de ce que c'est parce qu'on l'a eu en fait étant au lycée. Et du coup, tout de suite, on n'a pas, tu vois, par exemple, voilà, sur des disciplines que moi, si je commence un Blablacar, maintenant je le fais. Je dis, je suis géomorphologue. Silence. Personne sait ce que c'est. Ouais. Et là, je vais pouvoir après expliquer ce que c'est. Si tu dis géographe, je pense que c'est pareil. Si tu dis historien, si tu dis machin, on va te dire, bah oui, je connais. Ouais, c'est la même, fait, la même différence que tu as si jamais tu rentres dans une bagnole et tu dis je suis historien, et à l'inverse tu dis je suis archéologue, c'est exact. Ouais, bah oui, totalement. T'as un déclic totalement. qui fait quoi. C'est fou. Et oui, voilà. Je pense que c'est plus ou moins l'équivalent, même si les gens connaissent l'archéologie via Indiana Jones. Même l'archéo souffre énormément de. Et même notre vision de l'histoire, moi je trouve, souffre pas mal de ça. Moi je trouve que. Mais après voilà, c'est à chaque fois quand t'es dans quelque chose, t'as l'impression que. Enfin, tu dis, ah, mais tout le monde devrait le savoir. C'est normal, je pense. Et on peut pas tout savoir, c'est ça le problème. Bah oui, c'est ça. Mais je trouverais ça bien, tu vois, que en collège-lycée, on fasse un peu plus, par exemple, de préhistoire. Pas simplement pour faire pour t'expliquer une période d'ailleurs on comprend assez mal, mais juste pour te faire prendre du recul. Moi, ce que j'avais commencé à faire ça en décembre, et des fois je fais ça quand j'ai envie de prendre en otage des potes chez moi, c'est que je leur fous une feuille de papier devant le nez, je trace une ligne, tu fais entre 25 et 30 graduations, ça change pas énormément. Voilà, tu fais juste une ligne avec 25-30 graduations. Je leur pose et je leur dis, bah voilà, ça c'est l'histoire de l'humanité. Alors on se met d'accord tout de suite sur ce que c'est que l'humanité. Dans le cadre de cet exercice, c'est des personnes qui sont physiquement et intellectuellement les mêmes. Ça veut dire que si je prends quelqu'un au début de la courbe et que je le mets aujourd'hui, c'est la même personne. Ça pourrait être ton voisin. Tu verras pas de différence. Bon, culturellement il y aura du mal, mais il y aura pas de différence. Voilà. Il y a 25 ou 30 graduations, elles sont toutes espacées de la même période de temps. L'objectif de l'exercice, c'est que tu me mettes une date de fin, enfin une date de commencement, je veux dire plutôt, à la courbe, et donc que du coup, implicitement, tu définisses un pas de temps, et que si tu la mets, tu me mettes la limite histoire-préhistoire sur la courbe. Tu peux la remplir autant que tu veux, c'est les deux informations qui m'intéressent sur la fin. C'est hyper bien comme exercice. Ça, c'est un exercice que j'adorerais faire à des lycéens. Parce que du coup, tu te rends compte, parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de voir l'épaisseur de temps des choses. On n'a pas l'habitude de se représenter ça, tu vois. On parle de date, mais ça veut rien dire en fait, une date. Et donc là, d'être obligé, t'es devant une courbe, et d'être obligé de la remplir, et déjà tu commences par je sais pas, je suis paumé, et puis après tu commences à faire les choses. Mais du coup,
généralement, tu as une surreprésentation de l'histoire énorme par Ouais, rapport par à la rapport à préhistoire. l'histoire. Parce qu'en fait, la réponse à l'exercice, c'est que le pas de temps, il est de 10 000 ans. Ouais. En fait, entre chaque graduation, il y a plus de 10 000 ans. Enfin, il y a 10 000 ans pile. Et donc voilà. Et en Mais- fait, ça t'amène très très loin. J'adore ton Ça point de vue t'amène parce très, que c'est très un loin. truc que je fais en médiation. Alors moi, je peux pas forcer les gens à... Je peux pas claquemurer les gens et les forcer à le faire eux-mêmes, mais par contre, je leur explique le temps en manière linéaire et généralement, comme on est à l'extérieur, je prends un arbre et un autre arbre à l'autre bout et puis Ouais. je leur fais comprendre qu'à la fin, en fait, le pas de temps de l'histoire sur les 7 millions d'années de l'humanité, c'est ça, quoi. Et ils sont tous là à faire « Ah quoi ? Mais c'est... Ah mon Dieu !» Et Bah ouais, c'est carrément. et c'est vachement bien, en mais fait. tu vois, c'est encore plus puissant quand c'est eux qui font un truc. Ouais, c'est ça. De toute façon, quand c'est Ils les font gens ok, qui le font, ils tac. le comprennent direct, hein. Et qu'après, t'arrives derrière, tu fais bien joué. Mais mais non. je testerai, je pense, ta technique, Jules. Bah, là, en plus, c'est que pour Homo sapiens. Hein. Oui, Mais, je fais que pour Homo sapiens. Ouais, mais c'est déjà pas mal, hein. Toujours parmi nous, Benoît ? Non. Merde. Ouais, ça hache. La prochaine On fois le qu'il voit revient, hacher, je là. le chope. Mm. Mais Benoît, non. Autant galérer à caler la date et qu'au final. Je suis tellement triste. Ok, bah on se retrouve sur Messenger, Jules. Allez, je démarre le navigateur. Tududup, 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 tududup. Ah, Benoît. Yes. Salut. Ouais, bah du coup, bah, on attend Jules, mais je vais repartir sur toi. Je sais pas si t'as entendu ce qu'on disait, mais on parlait du fait que il y a certaines matières où quand t'arrives à la fac, tu te rends compte que c'est plus du tout la même chose qu'au lycée. Et toi, t'as fait un bac S, je suppose. Ouais. Et Justement, est-ce que j'ai t'as- essayé de réagir tout à l'heure, mais je pense que ma On connexion t'a était pas tellement entendu, pourrie je pense que. Ouais, du Non, coup, est-ce que c'était pareil chez toi? Il Est-ce faut que juste que en j'aille sciences... vite brancher mon internet et ça télécharge sur mon ordi. Donc Ok, je ça reviens marche. tout de suite. À tout de suite, Jules. Je oui, vous aurai jamais en même temps. c'est compliqué. Depuis le début, c'est compliqué. Ouais, non, Du moi, coup, ce que je disais, c'est qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Jules. Par rapport à l'histoire, à la géographie, en fait, c'est littéralement de l'ingurgitation. En fait, on te force à ouais, apprendre une masse d'informations. Et moi, qui est plutôt euh, enfin, bon, j'avais plutôt un tempérament scientifique, mais bon, j'étais aussi assez littéraire. Mais disons que l'histoire et la géographie, je comprenais vraiment pas au collège et au lycée à quoi ça servait. ouais, C'est qu'après, en fait, en grandissant, que j'ai compris que ça pouvait être utile. Et je pense que je suis vraiment même loin, en fait, notamment pour la géographie, vu ce que raconte Jules, en fait, de comprendre en quoi c'est intéressant, qu'est-ce que ça nous apporte comme information, pourquoi il y a des gens qui étudient ça, etc. Mais c'est vrai que ouais, quand t'es au collège, au lycée, qu'on te fait apprendre la liste des fleuves en France ou des capitales européennes, Ouais. tu vois, ce genre de choses, savoir ce que c'est l'Adret, l'UBAC, tu vois, je me rappelle même plus, je te ressors des mots, mais je sais même plus ce que c'est. C'est encore une fois, mais je pense comme pas mal de matières, en fait, des choses qui sont enseignées, mais pas de la bonne manière, en fait. ouais. Oui, clairement. Et puis le fait que l'histoire et la géographie soient deux matières enseignées dans un même bagage Ouais. par des gens qui, au choix, sont soit historiens, soit géographes, mais pas les deux, Mm. tu vois, c'est comme si, en fait, ce serait l'équivalent de, on met la physique chimie, tu vois déjà, on met la physique chimie, ça aussi Ouais. c'est con. Mais genre tu fais SVT, mais en fait c'est pareil, c'est que des conneries. Genre, en le lisant SVT, dans SVT t'as biologie et géologie. Enfin je veux dire, ça n'a rien à Ouais. voir quand tu vas à la fac les deux. Et je pense que c'est pareil chez eux, c'est-à-dire qu'il y a des profs de bio qui doivent être biologistes, il y a des profs de bio qui doivent être autre chose, il y a des profs de physique chimie qui doivent être chimistes, des profs de physique chimie qui doivent être physiciens. Et je trouve Mm. ça tellement débile en fait de demander à des gens dont c'est pas la formation d'enseigner une matière qui souvent en plus sont en rivalité et n'aiment pas, les historiens n'aiment pas la géographie, les géographes n'aiment pas l'histoire, les Et les physiciens ils physiciens n'aiment n'aiment pas les chimistes. chimistes, hein. Je Voilà, te confirme. toi c'est ça, toi. Voilà, et du coup c'est des matières qui se font la guerre et on force des gens à enseigner cette matière à des gens, donc c'est normal que
si t'as eu que des profs d'histoire en géo, c'est normal que tu détestes la géo après. Parce que elle est enseignée par quelqu'un qui de base n'aime pas cette matière. Et moi, j'aimais pas les deux, comme ça, il n'y avait pas de jaloux. Ouais, c'est ça, mais tu vois, pour quelqu'un comme moi qui aime l'histoire, bah, j'aime pas la géo par contre, mais parce que j'ai eu que des profs d'histoire, je pense. Et je pense que c'est pas. C'est assez logique. Même chose, j'ai fait enfin SES. Et bah, je préfère la socio à l'éco, quoi. Tu vois, et socio et économie, c'est pas pareil, quoi, mine de rien. Tu rajoutes saupoudre ça d'anthropologie. Enfin, c'est des bagages qui sont assez. C'est quand même assez mal foutu, je trouve. Ouais. Et la question que j'avais, c'est toi, quand t'es allé à. T'as fait une fac de quoi en sortant du lycée, si c'est pas indiscret? J'ai fait une prépa et puis une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur. Et du coup, pareil, au final, j'imagine que quand t'es arrivé en école supérieure, ça avait plus rien à voir non plus avec le. Ah non, et puis moi, c'était déjà vachement spécialisé. C'est-à-dire, même en prépa, les 2 ou 3 années de prépa que j'ai faites, c'était déjà une spécialisation. En fait, en classe préparatoire, t'as plusieurs types de classes prépa. T'as ce qu'on appelle MP SI, donc MP maths, physique, sciences de l'ingénieur. T'as PTSI, physique, technique, sciences de l'ingénieur. Et en fait, tu vas te spécialiser dès ta première année après le bac, en fait. Et ensuite, une fois que tu passes tes concours, et ben tu choisis des écoles. Alors, tu as des écoles qui sont généralistes, mais tu as des écoles qui sont spécialisées. Moi, j'ai fait une école à Grenoble, qui est donc une école d'ingénieur physicien. Mais tu avais une école d'ingénieur électricien, tu avais une école en hydraulique, tu avais une école en papeterie aussi. D'accord. Voilà, tu avais vraiment des spécialités. Et même à l'intérieur de l'école, dans mon école, il y avait 6 filières différentes. Tu avais génie nucléaire, tu avais la biotechnologie, tu avais physique des composants, donc ce que j'ai fait moi, donc pour tout ce qui est trait à la microélectronique. Et voilà, plus ça va, effectivement, plus tu resserres, plus tu te spécialises. C'est ça, ouais. Et alors, physique des composants, c'est quoi exactement? Du coup, c'est t'apprends la fabrication de composants informatiques. Ouais, fonctionnement, fabrication des composants, tout ce qui touche aux semi-conducteurs, en fait, ce qui va être dans ton ordinateur, dans ton téléphone, voilà, tout ce qui va te permettre de faire fonctionner un ordinateur ou quelque chose de programmable, en fait, quelque chose qui fonctionne sur la base d'une technologie avec transistor. D'accord. Je parle en chinois, mais... Non, mais en même temps, Jules a dû parler en chinois aussi avant, donc c'est juste que je comprends mieux l'univers de Jules que le tien. Mais il n'empêche que ça reste quand même vachement, vachement intéressant. Et j'en viens à la deuxième question, qui est la même que j'ai posée à Jules tout à l'heure quand tu buguais. C'est pourquoi ça? Jules, lui, il disait qu'il voulait comprendre le paysage qui l'entourait. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'ingénierie? C'est marrant parce que moi, c'est un peu la même chose. Moi, quand j'étais petit, en fait, je voulais être prix Nobel. Ah ouais. C'est mignon. Pendant une époque, j'ai voulu être archéologue parce que j'étais fan d'Indiana Jones. Comme tous les enfants. Mais en fait, ça se rejoint, je trouve. En fait, moi, j'ai toujours eu besoin un peu de comprendre. Et puis, et j'ai toujours été un peu attiré par tout ce qui était soit infiniment grand. Quand j'étais petit, j'étais passionné d'espace. Ouais. Ou infiniment Mars, petit. Du coup. Ouais, voilà. Infiniment petit avec tout ce qui se rapproche de l'atome. Ou infiniment loin dans le temps avec l'archéologie. En fait, c'était un peu pouvoir comprendre en fait ce qui est pas accessible à toi. Ouais. Et donc bon, après évidemment, je me suis rendu compte que je pouvais pas de prix Nobel. Ça a été une déception ou pas du coup quand tu l'as compris? C'est pas vraiment une déception parce que au fond de toi, tu sais que c'est pas atteignable. Donc, Mais à quel moment t'as abandonné entre guillemets ce rêve d'être prix Nobel parce que ça se trouve, non, mais c'était fugace. Ça n'a pas occupé toute mon enfance. Non, mais D'accord, ouais. Je me rappelais de ça parce que moi, j'étais fasciné par
par les scientifiques du XXe siècle, en fait. Marie Curie, Albert Einstein, évidemment, tous ces scientifiques qui ont découvert tout un tas de trucs, en fait, au XXe siècle, qui sont juste incroyables. Et du coup, moi, j'avais envie de faire ces découvertes-là, de comprendre en fait comment fonctionnait le monde en fait. Et voilà, et donc c'est un peu bon, c'est ça qui me poussait. Et en même temps, bon, à côté de ça, euh, quand j'étais au lycée, en fait, à un moment, j'ai eu le choix. Enfin, disons que ma professeure principale, quand j'étais en première, m'avait donné le choix entre guillemets de basculer en filière littéraire parce Ah que ouais? je me débrouillais pas trop mal en littéraire aussi, puis en sciences, des fois c'était un peu fluctuant, et du coup elle voulait me faire basculer en littéraire. Et en fait, je me suis dit, bah non, c'est pas possible, moi je veux bien gagner ma vie. Donc, Ouais. euh, donc Ouais, voilà, t'as fait le donc choix. ouais, j'ai fait un peu le choix de la facilité entre guillemets, mais bon, j'ai bien conscience que c'est pas forcément la facilité pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ont plus une sensibilité littéraire que scientifique. Mais voilà, pour moi, c'était plus la bonne voie pour bien gagner ma vie et sécuriser, d'avoir un salaire, d'être ingénieur. Tu vois, moi, voilà, je traçais un peu mon truc comme ça, et en même temps, j'étais bien câblé recherche, et donc c'est pour ça que j'ai fait cette école-là, en fait. L'école d'ingénieur que j'ai faite, en fait, c'est une des écoles qui emmène, enfin, qui fait sortir le plus de docteurs, en fait. D'accord. Donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, et puis après, j'ai continué avec le doctorat. Donc, diplôme en Et alors, plus, du coup, quoi. le doctorat, ça s'est bien passé parce que, enfin, moi, après, encore une fois, on n'est pas du même univers. Donc, moi, tous mes potes qui ont fait des doctorats, bah, généralement, déjà, ils n'étaient pas forcément payés. Mais souvent, Ouais. enfin, je les ai vus, c'est dur, quoi. C'est Bah, difficile. je pense que dans ton domaine, et puis dans d'autres domaines, Mais même, je pense, chez vous, ça doit pas être c'est facile non plus, compliqué. quoi. Ouais. C'est compliqué parce que déjà, c'est des thèses qui sont longues, qui sont pas financées. Alors que moi, dans mon domaine, en fait, une thèse en physique, par exemple, euh, moi, j'avais un contrat de 3 ans. J'avais un contrat de 3 ans avec une entreprise, donc c'est ce qu'on appelle une thèse CIFRE, c'est une convention industrielle avec un industriel, en fait. Donc, j'étais payé pour moitié par le ministère de la Recherche, en fait, enfin ce qu'on appelle la NRT, euh, l'Agence nationale de la recherche et de la technologie, j'imagine, je sais plus exactement, mais bon, j'avais cette moitié-là qui était payée par milieu académique, on va dire, et puis l'autre moitié qui était payée par une entreprise. Ouais. Et, euh, et donc j'avais ce contrat de 3 ans, et au bout des 3 ans, bah, je savais que j'étais plus financé. Donc, Oui. euh, C'est. donc voilà, déjà dans le temps, la durée était limitée. Moi après, j'ai des potes qui ont fait leur thèse en un petit peu plus longtemps parce qu'ils étaient juste en milieu universitaire, enfin uniquement en milieu universitaire, donc ça pouvait un peu se prolonger, on pouvait avoir des financements supplémentaires. Donc par exemple, j'ai une copine qui l'a fait en 4 ans ou 5 ans, mais c'est très rare. Une thèse en France, en tout cas une thèse en physique en France, c'est 3 ans. Ouais. D'accord. Ouais. Et t'es financé, t'as l'équivalent d'un SMIC. Moi, ma thèse, j'avais commencé en 2005. Ouais, c'est un peu plus qu'un SMIC. J'avais commencé à 1500, et la T'as troisième année, fini j'avais à 1900 € 1900, par t'as mois. fini à 2000 presque. Ouais, bah, après, ouais, c'est. T'as beau être financé, il n'empêche que je pense que ça doit être. Enfin, mentalement, ça a été pour tout terminer et tout quand même ou Moi, j'ai, alors, moi, j'ai t'as pas eu vraiment, de mental breakdown si, alors, au tout Ouais, début, je me suis vraiment lancé à corps perdu dans cette thèse. J'étais tellement content ça fait un peu, lèche-botte, mais j'étais vraiment content en fait de commencer cette thèse. Du coup, je m'étais lancé à fond dans la biblio, enfin, de toute façon, le truc que tu commences quand tu fais une thèse généralement. Et, euh, j'en dormais plus tellement j'étais à fond dans mon boulot. Donc j'avais fini par être sous cacheton pour ah dormir et ouais, tout. ah ouais, d'accord. Mais c'était vraiment qu'au début, au tout début.
Et après, bah, j'ai un peu plus pris mes marques et puis ça s'est bien passé parce que j'étais dans un environnement qui était vraiment chouette. En fait, euh, je, je dépendais en fait de trois entités, on va dire. J'avais donc l'entreprise qui me finançait. Ouais. J'avais le laboratoire de rattachement, donc là où était mon école doctorale. Et puis j'avais l'endroit principal où je faisais ma thèse, qui était en partenariat avec le laboratoire et l'entreprise, qui était le CEA, donc à Grenoble. Et, euh, et dans ces trois endroits, en fait, euh, j'avais des collègues qui étaient vraiment chouettes, Ouais. j'avais un environnement qui était cool, puis mes recherches se passaient bien, en fait. Bon, il y a juste mon directeur de thèse qui m'a lâché en deuxième année, enfin, juste avant la fin, parce qu'il n'avait pas eu sa prime d'encadrement de recherche. Ah, je vois. C'était un peu le stress, mais à part ça, franchement, ça a été cool. Ouais, donc tu gardes quand même, malgré la première année, tu gardes quand même de bons souvenirs Ah oui, non, de ta thèse, franchement, quoi. c'est super bon souvenir. Super bon souvenir, parce que, comme je te dis, en fait, moi j'étais dans un labo, alors là où j'ai passé 80% de mon temps, donc au CEA, j'étais dans un labo où il y avait énormément de jeunes, que ce Ouais. soit des ingénieurs, que ce soit des techniciens, que ce soit des thésards, des docteurs, des post-doctorants. Euh, il y avait beaucoup de jeunes, c'était très mixte, et puis c'était vraiment une très très bonne ambiance, mais en même temps studieuse, en même temps on bossait un peu tous ensemble et c'était vraiment chouette. Peut-être que j'idéalise avec le temps, mais forcément, Ouais, il mais y a eu des après, moments qui. même si tu idéalises, c'est ce que t'en gardes au final qui compte. Donc, si là, tu te sens bien vis-à-vis de ça, c'est qu'au final, c'est ce que t'as gardé et c'est que c'était bien, en fait. Ouais, et puis j'ai eu la chance aussi bah en fait, voilà, j'ai géré mon projet de bout en bout, c'est-à-dire que je suis parti au départ, on m'a dit, nous, ce qu'on te demande, en fait, c'est de fabriquer un composant. Alors, c'est une capacité, bon, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais en fait, un composant variable pour la téléphonie mobile. Et tu veux utiliser ce type de matériau. Et pour faire ça, en fait, eh ben, il va falloir que tu ailles étudier le fonctionnement de ce matériau dans ton laboratoire de rattachement. Et puis ensuite, tu vas fabriquer ton truc. Et puis ensuite, enfin, tu vas fabriquer le matériau, tu vas optimiser la fabrication de ce matériau et tu vas l'intégrer dans un composant. Et donc, je suis vraiment parti d'un cahier des charges au départ, d'une page blanche. Et j'ai fait mes études matériaux, j'ai fait les études d'intégration, enfin ce qu'on appelle intégration process, donc en microélectronique. Et j'ai intégré dans un composant, j'ai testé mon composant et mon composant fonctionnait à la fin de ma thèse. Donc j'ai fait mon truc en 3 ans, j'ai réussi à sortir quelque chose. Et ça, c'était vraiment une fierté pour moi d'arriver à faire ça, quoi. Ouais, ça doit être un sentiment d'aboutissement, en fait, je pense, de Carrément. réussir un truc Ouais, comme ça. de finir quelque chose, quoi. Parce C'est, que c'est j'en pas ai un vu prix d'autres Nobel, des mais c'est thésards stylé quand même, qui, quoi. ouais, bah, il y en a d'autres Mm. qui galèrent un peu. Moi, j'avais une copine qui a un Ouais. peu galéré parce il fallait qu'elle synthétise un matériau et qu'elle recherche une phase particulière de ce matériau. Et en fait, elle passait son temps à faire des synthèses de matériaux, à faire des mesures dessus, et puis à resynthétiser parce qu'elle n'était pas tout à fait à la bonne phase. Et du coup, voilà, c'était assez laborieux. Donc, après, moi, ce que j'ai vraiment apprécié aussi dans Ouais. ce type de thèse industrielle, c'est que c'est appliqué, en fait. C'est de la physique appliquée. Je sais pas si j'aurais autant apprécié faire de la physique fondamentale. Quand tu dis fondamental, Ah, tu c'est-à-dire que penses? c'est La que de la théorie, fondamentale, quoi. en fait, ouais, c'est que de la théorie. Tu vas réfléchir au fonctionnement de la matière, mais sans vraiment avoir, enfin, sans avoir une idée précise de à quoi ça sert. Enfin, ça sert à C'est de faire la physique avancer la quantique, quoi, en recherche. fait, presque. Comment? Non, j'allais dire, j'ai dit une connerie, j'ai dit c'est de la physique quantique, mais ça doit pas du tout être pareil, en fait. J'ai dit une connerie. Ça montre Bah, que j'y physique connais quantique, absolument c'est un rien. domaine de la physique, mais Mais c'est ouais, quelque chose dont c'est, tu connais. En fait, tu fais pas quelque chose pour l'appliquer à quelque chose, tu fais quelque chose
pour qu'un jour quelqu'un se dise ça pourrait peut-être servir à ça, quoi. C'est juste pour faire avancer la recherche, quoi, en fait. Bah, c'est comme Einstein qui découvre la théorie de la relativité générale. Ça Bon, on sert sait à pas rien comment tout de l'appliquer suite, quoi. aujourd'hui, Ouais, mais ça a fait avancer la science. Enfin, je dis peut-être une connerie, remarque, en disant ça, parce que je suis pas assez expert dans le domaine. Mais, mais Non, mais peut-être qu'il y a moi, des de mon point de vue, j'ai applications. l'impression que ça sert à rien, vu de là. À part à faire de la SF derrière, c'est. Ouais. Je sais pas si c'est applicable, si c'est appliqué de nos jours. Hein. Là, C'est suis- comme mon sujet, pour le coup, il est pas. Faut pas trop ce que tu fais avec, quoi. C'est juste. Tu vois, c'est juste de la compréhension sur ce qui est autour, mais enfin, tu fais pas le café avec le matin, quoi. Ouais. Mais en même Ouais, temps, puis t'avances sur la Il faut les deux compréhension côtés. d'où on vient, quoi. De l'homme, quand même, ouais, c'est pas rien, quoi. De l'homme et de l'environnement. Je dis qu'il y a des bonhommes qui ont bougé tel caillou dans une grotte. Comment C'est- tu détruis Bah, toi-même c'est- les 20 minutes d'explication que t'as fait tout à l'heure. Mais non, mais faut en jamais être conscient, rater. parce que parce que non, mais faut en être conscient, parce que c'est ce qu'on te dit après, et ils ont raison. Oui. Et moi, je trouve ça intéressant. C'est pas. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent trouver ça intéressant, mais ça reste effectivement pas une physique appliquée, enfin une recherche appliquée. Ouais. En tout cas, tu peux pas l'appliquer après à ce que ta vie soit meilleure. Par contre, moi, je trouve que ça te fait prendre du recul sur les choses. Je trouve que Bruniquel, c'est des cailloux pétés. Ça te fait prendre un recul de malade sur les choses. Pour les auditeurs, la grotte de Bruniquel, donc c'est une grotte dans le Tarn-et-Garonne où il y a des structures en stalagmites brisées qui ont été agencées par des gens en grotte profonde, ce qui est rare parce que les gens ne vivaient pas en grotte à l'époque, qui a été agencée donc du coup dans une grotte profonde, et on a pu dater cette structure à 175 000 ans à peu près, 176. Ce qui fait beaucoup Ce en qui Europe. est extrêmement vieux si on se réfère aux 2000 ans de JC, si on se réfère aux 10 000 ans de l'agriculture, si on se réfère, bon bref, 176, c'est immense. Et je trouve qu'en fait, c'est juste des cailloux bougés par des bonhommes, faut être franc. Ouais, puis en plus, c'est pas Sapiens, du coup, si c'est à 175 000. Et oui, du coup, en plus, c'est pas Sapiens, c'est Néandertal. Et ça n'a aucune espèce de côté pratique, donc c'est sûrement cultuel, c'est ce qu'on... Enfin, tu diras sûrement mieux que moi, Marc, mais c'est ce qu'on dit quand on sait pas quoi dire. Quand on sait pas ce que c'est, on dit c'est cultuel. Et voilà. Mais en fait, c'est intéressant dans le sens où ça te plonge tellement loin en arrière et ça te fait réfléchir aussi sur, ouais, ce que tu penses comme acquis. Moi, ce que je trouve intéressant du coup avec la préhistoire, c'est que c'est pour tous les gens qui disent oui, mais ça a toujours été comme ça. Par exemple, cet argument me fait énormément rire. Oui. Oui. Ça marche jamais parce quel est ton référentiel? C'est une question à la con d'universitaire de merde. Mais quel est ton référentiel? Si c'est il y a 2000 ans, très bien. C'est rien. C'est vraiment rien du tout. Enfin, ouais. Donc. Mais moi, il y a une question qui me vient. En fait, l'archéologie, c'est une. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est une science. C'est une science. C'est une science, d'accord. Il y a logie dedans, à partir du moment où il y a logie. D'accord. L'archéologie, c'est une science qui est assez récente, en fait. Oula, alors, oui. Alors, oh putain, c'est compliqué. Un peu de cours d'historiographie de l'archéologie. Parce que moi, attends, tu me dis si j'ai une connerie, mais pour moi, ça date de l'époque de Napoléon, en fait, les premières. En vrai, c'est même encore. Si tu parles vraiment de l'archéologie, l'archéologie faite par des archéologues, c'est même plus récent que ça en fait. C'est-à-dire qu'avant, c'était les gens qui faisaient de l'archéologie n'étaient pas des archéologues, c'était les prêtres, les instits, les notables en fait, qui avaient un peu de culture et qui allaient fouiller un endroit pour découvrir des trucs. J'ai mis des guillemets à fouiller, c'est pour ça que Jules rigole. C'est que voilà, à l'époque on savait pas faire, donc c'est normal. Mais en vrai, l'archéologie telle qu'elle est maintenant enseignée, c'est très récent. Le fait de faire des coupes, c'est très récent aussi. Tu remontes après la Seconde Guerre mondiale en fait, même années 70, 80. Même l'archéologie en tant que travail, archéologie préventive, c'est l'AFAN, et l'AFAN, si je dis pas de conneries, c'est les années 80-90. Avant que ce soit privatisé après en 2000 par l'État français, et où là du coup ça commence à devenir le bordel, même si la France c'était déjà un peu la merde quand même. Mais voilà, en vrai c'est hyper récent, et chers auditeurs, retenez ça, que l'archéologie est déjà en train de crever alors que c'est récent. Voilà, il y aura un petit teasing, il y aura une chronique sur l'archéologie là, qui a été tournée il y a une semaine de ma part, qui est un peu salée peut-être, mais voilà, c'est du teasing. Mais du coup, vas-y. Je suis un peu pessimiste, mais ça va peut-être induire la réponse à la question que je vais poser. Mais qu'est-ce qui
il y a bien quelque chose qui a motivé quand même le fait de faire de l'archéologie. Ah bah je pense que c'est exactement ce qui vous a motivé vous à faire de la recherche. C'est l'idée de savoir, Mhm. de savoir l'infiniment loin, l'infiniment petit, l'infiniment de d'où on vient en fait, qui on est, pourquoi il y a des gens qui se Mhm. sont installés à tel endroit, etc. Et c'est ça, je pense, qui intéresse dans l'archéologie. C'est pour ça que les instits, les prêtres, etc. se disaient bah oui, ok, Mhm. c'est hyper important de connaître ça. Le Ouais, fait puis est t'as le que côté étonnant, quoi. Tu ouais, trouves un squelette de mammouth, t'es là, tu fais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fout là? Enfin, tout bête, hein, c'est mais. assez dingue. Et puis, je veux dire, en fait, à partir du moment où tu as tâté à ça, l'idée, par exemple, de tu grattes le sol, tu tombes sur un objet. À la base, c'était les objets qui avaient de la valeur. Tu tombes sur, je sais Mhm. pas, une magnifique bague en or. Là, tu fais, oh mon dieu, j'ai trouvé une bague en or. Je suis la première personne à avoir touché cette bague en or depuis peut-être Mhm. plusieurs siècles. Rien que ça, c'est ouf. Alors après, maintenant, l'archéologie, c'est pas le fait de trouver un objet, c'est le fait de trouver un site. Et quand tu trouves un site, tu te dis, putain, ce truc-là, on l'a trouvé, on va lui déterminer une fonction, comprendre pourquoi il est là, comprendre pourquoi de fait nous on est là. Parce que généralement, si on est implanté quelque part, c'est parce qu'il y a des mecs, à un moment donné, et je dis des mecs, des humains, bien évidemment, on n'est pas centré que sur les hommes, des gens qui à un moment donné se sont placés là avant nous et nous on ne fait que reproduire leur schéma. Un exemple tout con, pourquoi est-ce que l'autoroute A7 elle passe par là? Bah parce que c'est simple. Mais du coup, si c'était simple, bah, les autres, ils sont passés aussi. Donc, tu as une voie romaine, donc tu as des endroits d'étapes, donc tu as des villas, donc tu as ci, donc tu as ça. Et en fait, tout découle toujours du même truc. Et tout découle du fait que, bah, à un moment donné, tu as des humains qui sont arrivés d'Afrique, qui ont fait oh, c'est cool ici, bon, il n'y a pas trop de glace, on va s'y installer, c'est chouette. Et voilà. Je caricature à outrance, hein. La vérité, c'est que je suis pas préhistorien, donc j'ai plein de notions qui sont très très floues. Mais après, pour le reste, je peux l'affirmer plus ou moins, quoi. Et je pense que c'est ça qui plaît dans l'archéologie, même encore aujourd'hui, quand tu dis que tu es archéologue, Mhm. les gens ils ont ce fantasme de se dire ouais, tu vas en Bah Égypte, oui, tu c'est vas sur sur les Indiana traces de la Jones. culture Mhm. gréco-romaine, parce qu'il n'y a que ça qui est important, bien évidemment, c'est le gallo-romain, les Grecs. Alors, j'ai rien contre les Grecs et les gallo-romains, mais il y a d'autres trucs aussi qui existent à part ça, bien Bah, t'as évidemment. l'Égypte aussi qui fascine. Ouais, Ouais, l'Égypte, les l'Égypte, Grecs, etc. Mais énormément, tu ouais. vois, rien que sur le Ouais. sol français, bah, tu as du néolithique, de l'âge de bronze, du Med, même de l'archéologie contemporaine de la Première Guerre mondiale qui est hyper intéressant. Tu as plein de Mm. disciplines Mhm. qui existent. Et alors, déjà, merci aussi aux géomorphos parce qu'on ne serait pas grand chose sans les géomorphos pour venir nous aider sur le terrain, pour comprendre des coupes et comprendre la strate, comprendre le substrat, comprendre tout le site en fait aussi à ce niveau-là. Mais je m'égare. Ce que je voulais dire, c'était que l'archéologie, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est pas que ça plaît pas et que ça n'a pas d'intérêt. Le problème de l'archéologie, c'est que bah, c'est pas applicable économiquement, ça ne te rapporte rien. Là où toi, par exemple, en créant des circuits imprimés pour un portable ou un PC, bah, ça a une valeur, c'est parce que tu vas le vendre, quelqu'un va l'acheter, etc., etc. Moi, mon site, je le vends pas. Par contre, je retarde des Mhm. travaux. Et c'est pour ça, en fait, que Je suis de l'autre l'archéologie, côté de la barrière. Mm. Je fais c'est pour coucou. ça que l'archéologie elle est en train de crever, c'est parce que c'est vachement intéressant, tout le monde kiffe ça, c'est génial, sauf bah, les gens qui aiment l'argent. Ouais, mais tu le veux pas chez toi, quoi. Tu le veux Tu pas veux chez bien toi. En qu'on fait, tu aille te rends faire de compte l'archéologie très ailleurs, mais rapidement que quand tu viens sur le terrain de quelqu'un, un petit entrepreneur ou quelqu'un qui veut faire sa piscine, bah, ou même le paysan du coin chez qui tu veux juste faire des prospections, donc à savoir juste marcher sur son terrain pour trouver des tessons de céramique, pour savoir s'il y avait un truc ici, pour ensuite le mettre sur la carte archéologique de France. C'est vraiment rien, hein, ça prend 5 secondes, les gens ils veulent pas, parce que c'est leur terrain. Je peux comprendre, hein. tu sais qu'on a trouvé des fondations d'une maison chez nous. En fait, on fait construire. Non, mais c'est pas des blagues. On fait construire un portail là, juste devant notre maison. Ouais, Et il a fallu faire un terrassement. Et t'as trouvé des donc choses. le maçon là, qui est venu avec sa pelle mécanique, à un moment, il n'arrivait plus à creuser. Et il m'a dit, mais en fait, on peut pas faire la tranchée. Là. Il fait, ouais, il fallait qu'il fasse une tranchée. On n'arrive pas à faire la tranchée parce qu'en fait, il y a un reste de mur, en Il y a un fait. mec mort dans le Ouais, jardin. c'est ça. Ça arrive, hein, Je des me fois, hein, suis ça dit, arrive. Hein. il y a une main qui sort. Bon. Non, il y avait un reste de mur, en fait, juste devant notre maison, en fait. Mur en pierre, du coup, il Bah, ressemblait à quoi ce mur? mur en pierre, mais je pense que c'est récent parce que juste à Ouais, côté, il y c'était avait en apparemment vieux. une grosse dalle en béton, donc je pense Ah oui, que bah oui, c'est récent, du coup. Ouais. Ah oui. paléolithique, À partir du moment où il y a du néolithique, béton, ils c'est faisaient pas bon, on du s'en bat les béton. couilles. Et ça t'est déjà arrivé, Mais Marc, de te faire virer d'un champ ou machin, enfin, que t'aies une séquence chiante avec quelqu'un sur son terrain? alors moi, personnellement non, parce que des prospects, j'en ai pas fait des masses, parce que j'ai eu l'avantage d'être, quand j'étais étudiant, d'être archéologue du bâti.
Donc mon compte archéologue du bâti, tu as ton site, tu vas le voir. Si, ça m'est quand même arrivé sur mon mémoire de recherche qui était sur le château de Ripaille en Haute-Savoie, il n'y a qu'une partie du château qui est accès au public et qu'une autre partie du château qui est accès que au privé, pour les gens qui possèdent le château. Pendant la première année, j'avais accès à tout, sans problème, parce que le vieux du château, enfin c'était un vieux monsieur, il était d'accord pour que je fasse ça en fait. Il m'avait donné plein d'archives et tout, c'était trop cool. Et un jour j'y vais, et je demande à rentrer dans la partie privée, hein, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je vais à l'accueil, etc. T'as le mec de l'accueil qui fait ok, d'accord, je vais appeler le proprio pour voir si c'est possible. Et là on m'a dit non. Du jour au lendemain on m'a dit non. Et en fait, après en off, j'ai appris que le vieux il était plus en charge. Alors je sais pas s'il était mort ou pas, mais en tout cas ses enfants ne voulaient plus que je mette les pieds dans leur propriété. Ce que je peux comprendre, mais ce qui du coup a fait un trou gigantesque après moi dans mes recherches personnelles parce que je n'avais plus accès à l'intérieur des bâtiments que j'étais censé étudier. Ah putain, oui, en plus du coup t'as pas du tout pu l'anticiper quoi. Bah non, parce qu'en fait du jour au lendemain on te coupe l'accès à ton travail de recherche. Et ça, des trucs comme ça, il y en a des tas. Moi, je donne l'exemple des prospections parce que j'ai pas mal de potes qui font des prospections un peu partout et qui ont besoin de ça pour leur travail de recherche. Parce que moi, j'ai bossé que sur un site, mais quand tu bosses sur plein de sites de régions, des tertres, des trucs comme ça, des tumulus si vous préférez, t'as besoin d'aller un peu partout et de rechercher. Après, je comprends tout à fait les gens, mais je pense que le pire que j'ai pu avoir, c'est des anecdotes plutôt de terrain. En fait, ou comme les gens ils ont un fantasme de l'archéologue, quand ils te voient toi en combi orange dans la boue dégueulasse en train de gratter le sol, ils pensent pas que t'es un archéologue. J'ai déjà eu des réflexions du genre une mère qui va dire à son fils travaille à l'école si tu veux pas être comme ça. Sérieux, t'as vu ça? Ouais. Des trucs comme ça, tu vois. Ou alors un jour j'ai une meuf en soirée quand je lui ai expliqué que j'étais archéologue et que je lui ai expliqué plus profondément ce qu'on faisait, elle m'a dit mais tu sers à rien en fait, ça sert à rien ce que tu fais, t'empêches les travaux, etc. J'étais là à faire oui effectivement si tu bases que d'un point de vue purement économique et purement fric, ouais, je ne sers à rien, je sers juste à apporter de la culture à des gens et à comprendre un peu plus sur l'humanité. Mais après, il y a des gens avec qui il faut. Tu sais, quand on commence vraiment à partir sur le côté, oui, mais attends, mais du coup, ça amène quoi? Qui sont très très centrés sur le côté pratico-pratique ou économique des choses. C'est ça. Il y a un moment donné, en fait. Et moi, j'arrête de discuter avec ces gens-là. C'est le fameux. J'ai la réputation au boulot d'avoir une phrase choc de quand j'abandonne, entre guillemets. C'est si vous voulez. Tu vois, quand je sens que je peux plus rien faire, je vais la faire ok, si vous voulez. Tu veux pas avoir de discussion, je m'en fous en fait. Juste vis ta vie et moi je vis la mienne, y a pas de souci. En terrain aussi, j'avais eu alors moi c'était pas pour faire de la prospection, mais c'était pour je cherchais du coup des grottes. Oui, en fait, je cherchais des niveaux de grottes pour identifier. Non, mais en fait, j'avais une liste de plein de grottes. Ouais. Sauf que il fallait que j'aille les voir pour prendre leur altitude, parce que comme je vous l'ai dit, du coup une grotte c'est un niveau d'eau ancien. Donc moi je voulais avoir plein de grottes sur le même niveau pour pouvoir dire là il y a un vrai niveau de vallée ancien et en avoir plusieurs, comme ça je pouvais dire ma grotte elle fait partie de la 3e étape quoi, ou 4e, bref. Et donc du coup j'allais dans plein de grottes, des fois c'était des trucs mais c'était des trous de lapin, hein. C'était nul, hein. C'était plein de terre et tout, j'avais peur de choper un blaireau, enfin voilà, parce que ça a quand même des sacrées griffes ces machins, puis quand ils se font acculer, moi j'avais vraiment peur. Il y a des grottes en Slovénie, t'as peur d'avoir des ours, mais en France t'as peur de tomber sur un blaireau, c'est pas... Et donc là du coup tu cherches des grottes, et moi j'avais une liste, mais j'étais avec des potes et c'était vraiment en mode bon écoutez on a 15 grottes à faire aujourd'hui. Ah d'accord, on les fera pas toutes, c'est pas grave. On a la voiture et on se fixe 30 minutes pour chercher une grotte, si on la trouve pas c'est pas grave, on passe à une autre. Et donc tac et à un moment on arrive, du coup c'était à fin de journée, en hiver en plus, donc il commençait presque à faire nuit. On avait encore même pas 1 heure devant nous, et on arrive devant la grotte, la dernière qu'on devait faire, et là on arrive devant une grande clôture avec marqué carrière. Et bon on fait la grotte elle est censée être dedans, donc si grotte est dans carrière, et il y a moyen qu'il n'y ait plus grotte quoi. Donc du coup on fait on va quand même aller regarder. Donc on passe derrière la carrière, on passe dans la forêt et tout, dans un petit tripicile au bord de la rivière pourrie là, on passe et puis on rentre dedans quoi. Et là on cherche quoi. Et effectivement on trouve quelques formes de grottes, des fois dans des cailloux,
On trouve un peu de cristal, donc de la calcite, c'est ce qui fait les stalagmites, stalactites. On trouve quelques trucs comme ça, donc juste assez pour pouvoir noter l'altitude de la grotte, pour pouvoir noter quelques morphologies et dire bah, ok, il y avait une grotte là quoi. Puis après on repart, sauf que on avait la flemme de repasser par les bois. C'est bon, on repasse juste, on escalade la clôture, puis on repasse juste au niveau de la route, on reprend notre voiture. Et quelle bêtise. Parce que du coup, on arrive, on saute le portail. Faut imaginer, on est avec des casques, des casques de spéléo. Moi, je suis en combi spéléo parce que je m'étais mis au cas où. Les autres, mes potes, ils avaient mis des vaders. Je sais pas si vous voyez, c'est des espèces de grosses bottes de pêcheurs, mais qui remontent jusqu'à la taille. Trucs, ouais. Voilà. Bah du coup, ils avaient mis ça pour pas trop, voilà, pour pas se crader, puis pour passer dans la flotte s'il y avait besoin. Enfin voilà, on était, mais c'était les branquignoles de lin quoi. Et là, on escalade la clôture comme ça, et t'as une voiture qui passe à ce moment-là. Donc on fait bon, ok. On commence à repartir, et là la voiture au bout s'arrête et entame la marche arrière. Et là on fait merde. Et le gars arrive et il nous fait ouais, qu'est-ce que vous faites là? Moi je connais le gars à qui ça appartient la carrière. Si vous avez volé quelque chose, je vous assure, vous allez le payer et tout. J'ai pris votre plaque et tout. Alors moi je m'approche, c'est bon et moi, les gars sont du BD, mais bon, donc moi j'arrive, je fais, alors en fait, monsieur, voilà, en fait on travaille sur les niveaux de grotte, moi je travaille pour l'université de Savoie, et en fait on fait ça, c'est de la recherche, on allait juste voir des niveaux de grotte, enfin bref, sauf que, alors ça c'est ce que je voulais faire, en réalité j'ai juste eu le temps de lui faire, bah écoutez monsieur, voilà, et il m'a fait, ouais, approche pas connard, j'ai un fusil. Il avait vraiment son fusil. Et moi j'étais wow, okay. En fait je voulais juste ouais t'approches pas et tout, de toute façon, et voilà, impossible de parler, donc bon tu fais d'accord, on va partir, et il fait ouais, bref il nous a pourri, puis après il est parti. Enfin je sais pas, sur le coup je me suis dit il y a quand même plus discret si on voulait voler des trucs que mettre des espèces de grosses combis spéléo avec des casques avec une grosse frontale, de mettre des espèces de trucs de pêcheurs chelous rien que pour tout le monde nous regarde quand on est au bord de route. Et de machin, mais ouais, il a pété un câble, et en plus c'était pas ma voiture, donc quand il a dit j'ai pris la plaque, j'étais là avec je suis allé voir mon pote, je fais désolé. Le pauvre. Mais ouais, comme quoi. Bon après on était quand même allé illégalement dans une carrière, c'est mal, ne refaites pas ça chez vous. Mais oui, mais bon c'est... Bon. Ouais. Non mais on est toujours, en vrai je pense qu'on a tous les deux des professions, on est toujours un peu borderline aussi au sujet de la loi, parce que des fois on n'a pas le choix, donc... Marc, je crois qu'on a perdu. Enfin, je sais pas s'il y a que moi. Ouais, je me demandais si je t'avais perdu aussi. Ouais. Je n'osais pas interrompre en me disant si ça se trouve, il y a que moi. Ouais, je n'osais pas bouger non plus. Ma batterie est tombée à plat, je vois. Je suis avec le tel. Ah merde. C'est pas très grave, je m'éloigne. Vous me voyez ou pas quand même? Ouais, on te voit. Super. Je le mets loin pour éviter de capter votre son, parce que du coup je peux retirer mes écouteurs du coup. Parce que du coup le problème c'est comme j'ai un téléphone de chantier là, c'est pas adapté à ma prise jack, donc du coup je peux pas me mettre en écouteur. C'est ma faute, j'aurais dû charger la batterie de ma tablette avant de commencer l'émission. En fait, je pense qu'on a en vrai on a des professions où attendez, vous me voyez pas, je vais me mettre comme ça. On a des professions où on n'est pas forcément bien payé, mais on a plein d'anecdotes, en fait, je pense, marrantes de ce genre-là, te menacer avec un fusil ou des trucs comme ça à raconter. Donc en soirée, ça fait toujours un peu son effet. Et c'est toujours marrant avec le recul quand tu te dis que voilà, que t'es pris pour un délinquant juvénile ou parce que nous, souvent en archéo, on est pris pour des repris de justice. Parce que ça se fait souvent d'employer ça se faisait autrefois d'employer, avant que l'archéologie soit un vrai truc, d'employer des gens de tôle en fait, pour qu'ils aillent faire des travaux de terrassement. Donc tu as encore cet esprit-là chez les gens de dire que là, t'as des gens qui bossent, c'est que c'est des repris de justice, quoi, tout simplement. Donc c'est assez... c'est clair que par rapport à ce que je fais moi, ça me plaît pas de raconter ce que je fais comme boulot, parce que c'est chiant, tu vois, c'est un boulot d'ingénieur, je suis devant un ordinateur, j'ai pas des trucs hyper sexy à raconter. C'est pas le même c'est pas le... Non. Ton terrain, c'est ça en fait, c'est la matière en elle-même, mais tu l'utilises. Non, mais même pas, parce que moi c'était mon sujet de thèse, mais maintenant je travaille dans le nucléaire. Je peux vous dire que je sauve le nucléaire français tous les jours, mais après,
que j'empêche les centrales Ça, d'exploser. c'est classe. Ouais, c'est classe. Et Eh c'est ben bien, voilà, tu vois, d'ailleurs. présenter comme ça, c'est stylé. Non, mais après, toi, tu le présentes un peu comme tu as envie de le présenter aussi, mais après, concrètement, dans mon boulot de tous les jours, c'est être devant un ordinateur, c'est de répondre à des mails, c'est de faire des réunions, je veux dire, c'est pas un truc, j'ai pas des trucs qui me sortent de l'ordinaire, quoi. C'est pour ça le métier d'ingénieur, ça gagne bien sa vie, mais par contre, en soirée, tu brilles un peu moins, si ce n'est de dire je sauve le nucléaire français, mais enfin, une fois que t'as dit ça, t'as rien dit. Après, du terrain, moi, je sais pas toi, Marc, mais moi, en tout cas, j'en fais pas énormément, en fait. Au final, je passe beaucoup, ouais, je dirais 90% de mon temps, c'est quand même pareil sur mon ordi, à répondre aux mails, Ouais. à préparer ta présentation pour aller dire je fais ça pour la 15e fois à d'autres gens, machin et tout, et oui, et à traiter des données. Le logiciel que j'utilise le plus, moi, c'est Illustrator, en fait, je décide des cartes, voilà. Ah putain. Une fois qu'on les a faites, mais c'est ça, en fait, le vrai taf, c'est ça. Et des fois, bah, on passe sur le terrain et c'est marrant parce qu'on a des bières et qu'on rigole bien, mais c'est pas souvent, non plus. Ouais, et à l'inverse, moi, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Parce que comme moi, j'étais très très peu en labo, j'étais exclusivement sur le terrain. Et qu'en fait, le terrain en préventif, bah, c'était dans la boue, mal payé, avec une pioche et des coups de pied au cul. Bah, au bout d'un moment, t'es là à faire. Bah, j'ai moins de bonnes anecdotes à raconter, en fait. Donc, au bout d'un moment, le travail sexy, entre guillemets, tu te rends compte qu'il est plus si sexy que ça. Et. Et qu'au final, peut-être que tu aurais dû faire ingénieur pour nourrir ta famille dans le futur. Donc en fait, on dit souvent qu'il y a deux choix qui s'offrent à nous. C'est soit tu choisis la sécurité, soit tu choisis l'aventure. Je pense que d'une part, c'est faux parce qu'on vit une époque où tu peux switcher de l'un à l'autre C'est à clair. n'importe quel moment. On a à la fois pas la chance, entre guillemets, de ne pas avoir le même travail toute notre vie, mais c'est aussi une chance parce que ça nous permet de nous renouveler. Tu vois, là, j'en suis j'ai déjà fait 2 tafs dans ma vie alors que ça fait 4 ans que j'ai commencé à bosser. Et là, je vais devoir probablement me reconvertir. Et je pense que ce ne sera pas la dernière avant la fin de mes jours. Et même si c'est terrifiant, bah, ça reste quand même une aventure. Et rien ne dit qu'à un moment donné, je ne choisirais pas juste de gagner de la thune pour le côté sécuritaire aussi. Donc en fait, bah, rien n'est gravé dans la pierre à ce niveau-là. Et, bon, et même toi, quand tu seras à la retraite, Ben, tu pourras peut-être même partir à l'aventure et avoir plein d'anecdotes à raconter à l'EHPAD après aussi, hein, c'est possible. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, le tout, c'est d'arriver à sortir de sa zone de confort et moi, pour l'instant, j'en suis pas encore, enfin, je suis pas encore là, quoi. Moi, ça me va bien d'avoir un métier un peu sécurisant, de gagner un peu ma vie. Là, Ça te permet aussi de faire plein d'autres trucs. Avant que les théâtres ferment, t'étais dans une troupe et tout. Enfin, ça te permet aussi d'avoir oui, c'est clair, c'est une clair. vie à côté. Et ça, je pense que c'est un putain de plus. Et ça te permet d'avoir à la fois une zone de confort et en même temps de pouvoir quand même avoir une vie chouettos à côté. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir un entre-deux. C'est pas juste être une brute de travail et gagner plein de fric pour ensuite rien faire de ta vie avec. Je pense que moi, en vrai, Ben, je vais parler franchement. Je l'avais pas dit la dernière fois, mais je t'admire beaucoup parce que je trouve que tu gères vachement, enfin en tout cas de loin, j'ai l'impression que tu gères vachement bien. Enfin, je veux dire, t'as une femme, Si t'as tu des voyais de enfants. près. Mais en vrai, non, mais faut prendre les compliments. Je trouve que t'es un mec super. Et sincèrement, pour t'avoir connu plus jeune, il y a genre bientôt 10 ans, je trouvais déjà que tu gérais vachement bien tout. T'arrivais quand même à faire des trucs à côté de ta vie. Enfin, moi, ce que je trouvais fantastique, c'est que je t'ai connu, tu venais d'avoir ton premier enfant, je crois. Et j'étais en train de me dire, putain, mais comment il fait pour être aussi en forme, arriver toujours à faire du théâtre, à gérer sa vie de famille et à gérer son travail qui a pas l'air non plus hyper facile parce que voilà, c'est quand même pas facile non plus ton taf. Et j'ai toujours trouvé ça vachement chouette. Donc ouais, franchement, c'est Moi, je crois que chapeau, quoi. Tout en paraissant plus jeune que moi aux ouais, moi, je yeux crois des que j'ai gens, hein. besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'être stimulé. Au contraire, si j'étais pas un peu sous tension en permanence, je serais pas bien. Je pense que voilà, là, le fait de plus faire de théâtre, ça me manque énormément. Et et ouais, après, je sais pas si j'arrive à bien gérer tout ça, comme tu dis. C'est sûr que c'est toujours un peu compliqué. Il faut arriver à jongler entre plusieurs trucs. Je me rappelle quand j'avais repris, quand on avait commencé à travailler avec Sandrine et Clément là sur la pièce Postscriptum. En même temps, je travaillais sur une autre pièce et en même temps, j'avais commencé à faire de la musique avec un groupe.
Là, c'était un peu tendu, je t'avoue, parce que j'avais mes 2 enfants, j'avais deux troupes de théâtre, un groupe de musique, puis mon boulot. Là, ouais, là, c'était un peu tendu. Mais, mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure aussi, sur le fait de changer de vie et tout ça, moi, par rapport au théâtre, enfin, le théâtre, de toute façon, on en a déjà parlé plein de fois, mais moi, c'est vraiment, enfin, moi, c'est pas une passion, mais presque, quoi. C'est quelque chose que je trouve hyper épanouissant, hyper intéressant. Tu t'apprends plein de trucs et tout. Et à un moment, je m'étais posé la question, en fait, de changer, tu vois, de carrément quitter mon taf d'ingénieur et puis devenir intermittent et puis faire que ça. Mais je pense que j'en serais pas capable, tu vois. Je me dis, autant c'est le genre de truc, tu t'y plais vraiment en loisir, mais de là à passer sur quelque chose que tu ferais tous les jours, qui devienne ton métier, moi, ce que je craindrais, c'est de perdre le bénéfice de ça, Ouais, parce que en fait, t'as plein de contraintes à côté que tu connais pas quand tu le pratiques en tant que loisir. bien sûr. Bien sûr, c'est toujours le problème des Ouais, je comprends. métiers passion, entre guillemets, c'est qu'au bout d'un moment, sous prétexte que c'est une passion, tu te tues à la tâche, et du coup, au bout d'un moment, tu finis par détester ce que tu fais. Ouais, faut arriver à Euh, trouver un équilibre. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai très clairement vécu en archéo, et c'est un risque. Mais après, le risque que tu n'as pas pris quand tu as décidé de le faire, tu pourras toujours le prendre quand tes enfants auront 18 ans, et que tu en auras ras le cul de faire le taf que tu fais, quoi. Ouais, puis que ça aura fait son chemin dans ma tête aussi. C'est ça. Il faut Parce que, juste mine de prendre le rien, temps. c'est des choses qui Mm. se réfléchissent un peu sur du long terme aussi. C'est ça. Donc Mais oui, franchement, voilà, carrément. enfin, ce que j'ai dit, je le pense vraiment, ben, sincèrement. Hein, Mais c'est c'est un... super gentil, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. je sais pas. J'ai beaucoup. En fait, je suis content de vous avoir tous les deux parce que vous êtes des personnes pour qui j'ai beaucoup. Je vais parler mes sentiments envers vous, soyons fous. Parce qu'il faut le dire aux gens les choses qui sont importantes. Jules, c'est pareil. En vrai, à chaque fois que je vois ce que tu fais, je me dis, mais comment fait-il? Cet homme prépare une thèse, un jeu de société qui est pratiquement déjà au point. Tu as fait tous les designs de ton jeu de société tout seul. Tu arrives à faire des chroniques pour mon podcast et tu arrives à avoir une vie de couple à côté. Enfin, je veux dire, c'est. T'as pas encore les enfants, mais je veux dire, c'est waouh quoi. Est-ce que tu dors la nuit? Est-ce que est-ce que tu travailles non-stop 24 heures sur 24 ou je trouve ça dingue en fait. Moi, je sais que je suis mute très rapidement et encore, j'ai réussi à me motiver en 2020 grâce entre guillemets au Covid, mais très rapidement, moi, je peux avoir la flemme de faire un truc et de me dire juste, je me pose et je regarde, je mate des conneries. Il faut que je me cogne le cul pour que je me bouge pour faire des choses. Moins maintenant, mais franchement, je suis content de vous connaître parce que vous êtes des gens qui me donnent envie de me pousser à fond quand je vous vois réaliser des trucs. Enfin, je me souviens l'autre jour, c'était il y a un mois, j'ouvre Facebook et je vois un super dessin d'un rhinocéros laineux, incroyablement beau. Et je te dis, mais qui a dessiné une chose pareille? Et je vois Jules et il marque premier dessin pour le jeu. T'es alors en mode, mais il dessine super bien, mais c'est incroyable. Et je savais pas que tu dessinais à ce moment-là, aussi bien en tout cas. Et franchement, à chaque fois que je découvre des choses sur vous, je suis en mode waouh quoi. Et puis déjà, vous faites des thèses quoi. Ça aussi, c'est pouf. Enfin voilà, c'était le Donc, moment où je me pour le lâche. mammouth, j'ai pas énormément Je suis de. fatigué aussi un peu en ce moment. En fait, je dessine des images qui sont déjà existantes, c'est des photos. Donc, en fait, ça va vite, c'est assez simple en fait. C'est ça qui est cool avec la tablette. Puis en plus, quand tu te foires comparé au dessin, ce qui est pratique, c'est que tu peux faire CTRL Z et ça, c'est quand même assez chouette. Oui, ça c'est vrai. Non, mais bah, merci Marc, mais Ouais. j'ai pas l'impression de. Ouais, mais puis je pense que les enfants, oui, ça change tout. Enfin, ouais. Tu peux même tout pas ce y que- penser, tout- c'est ça. tout ce que tout ce que Marc a dit que tu faisais, je trouve ça assez Faut le fou voir chez soi, avec quoi. une vraie. Et voilà, avec une vraie vie de famille, je pense que c'est. Mais écoute, non, bah, oui, pour Be For Present, du coup, le jeu de société que j'avais commencé à faire, où des fois je me motive, mais voilà, c'est par période. Puis là, t'as le travail d'illustration là, qui est un peu long. C'est vrai que c'est un peu longuet. Mais ouais, j'ai 36 animaux, je crois, à dessiner. Donc oui, c'était un peu long. Ouais. Donc là, je crois que j'en ai que 6, un truc comme ça. Attends, j'ai fait donc le rhino, le mammouth, le mammouto, la saïga, et là j'étais en train de faire le renne. Donc non, ça fait même pas 6. Mais ouais. mais franchement, c'est déjà bien. Enfin, je veux dire, faire ça alors que tu fais une thèse à côté, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient capables de faire les deux en même temps en fait. C'est à ce niveau-là que je trouve que c'est balèze, c'est que
C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plein de potes qui ont fait des thèses et qui se sont plongés dedans et qui n'ont plus rien fait pendant 3 ans de leur vie, quoi. Ah, moi j'ai un peu peur moi de faire ça. Je sais pas Ouais. si toi tu l'as fait Ben, mais moi j'en ai Non, un non, peu peur non. de ça, donc je me contiens. Moi, je faisais d'autres choses à côté. Je faisais un peu de musique. Enfin, j'étais à Grenoble, donc je faisais un peu de sport de montagne aussi. Ouais. Moi, j'avais besoin de cette respiration-là, en fait. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours une question d'équilibre. Et moi, pour mon équilibre perso, il fallait que je vois d'autres choses, que je voyage aussi, ça c'était la vie d'avant, hein, évidemment. Euh, et ouais, qu'il y ait cette espèce de patchwork un peu, et qu'il y ait pas, que tout tourne pas autour de la thèse, parce que si tout tourne autour d'un seul truc, en fait, c'est là où enfin, tu peux te nécroser, je trouve. Enfin, peut-être ça va un peu loin quand je dis ça, mais je trouve que tu vas t'enfermer dans ton truc, et puis c'est pas bon pour l'esprit, ça. Ouais. Ah, moi je travaille un peu pareil, à prendre un peu de distance avec ça. Et c'est pour le coup, enfin, pour le coup, c'est vraiment un travail, parce que c'est vrai que si je me. Enfin, en fait, j'aime bien mettre à 300% dans les choses, mais du coup, ça marche pas. C'est quelque chose qui ne marche pas sur la durée déjà. Et, et puis l'année dernière, en fait, j'étais pas doctorant, et je travaillais, j'avais été engagé comme assistant ingénieur au laboratoire auquel je suis docteur maintenant. Et j'étais engagé pour faire la modélisation 3D des premières salles de la Grotte Chauvet. Et en fait, j'avais ce boulot-là, où en fait, c'était de faire des clics toute la journée dans l'ordi, dans une salle où il n'y a pas de fenêtre. Et ce qui est important, en fait, à dire, ça paraît con, mais c'est vraiment important. Et à côté de ça, j'avais pris des cours, enfin, j'étais engagé pour des cours en TD, ce que j'avais jamais fait, du coup. Et j'avais pris 2 cours de TD, donc au total, je sais plus, c'est 60 élèves ouais. Non, peut-être un peu moins par classe. Je sais plus, enfin bref, j'avais quelques élèves. Et il y avait un des cours de TD qu'on m'avait pas filé, donc il fallait que je fasse moi-même. Et je l'ai très très mal vécu, en fait. Enfin, ça a pas du tout marché. Enfin, en fait, je voulais tellement bien faire les choses, c'était mon premier cours, j'étais trop content et tout. Je voulais qu'il soit absolument parfait, et puis en même temps, la journée, j'avais pas le temps de préparer quoi que ce soit, parce que je faisais des clics sur l'ordi, et que c'est super long. Et donc je passais ma journée dans la salle sans lumière, et après je rentrais chez moi tout de suite, dans une baraque, dans une espèce de petit chalet que j'avais trouvé sympa, mais qui était à 30 minutes de tout. Donc en fait, je voyais pas mes potes, parce que je rentrais chez moi à 30 minutes, et personne allait se motiver à faire 30 minutes de bagnole aussi, ils étaient tous ensemble, tu vois, donc c'était rare, et donc je rentrais chez moi, et là je bossais les cours, jusqu'à 1h, à peu près. Puis après je me couchais, et le lendemain, à 8h, je retournais dans la salle sans lumière. J'étais tout seul avec mon casque, écouter des trucs de Lovecraft en plus, super ambiance. Et t'avais mis toutes ça, du coup, ça marche pas du tout. Spoiler alert, ça marche pas, oui. Et ça, je m'en suis rendu compte, genre, un jour, je me dis, bon, allez, là, je suis fatigué et tout, j'en ai un peu marre, je vais me chercher une petite bière, c'est mon truc aussi, je prends tout le temps des éclairs au café quand j'ai envie d'une petite douceur, donc je me dis, allez, je vais me chercher un éclair au café et une bière. Donc, j'arrive, je vais au supermarché, puis je sors du supermarché, je fais tomber ma bière, et là je pleure, je fais je crois que ça va pas du tout. Ouais. Et ouais, en fait, c'est parce que ça marche pas sur la durée. Donc du coup, depuis ça, je me suis interdit de bosser le soir trop. Sauf exception, tu vois, genre Ouais, si bien vraiment sûr. t'as un rendu demain, tant pis, tac, tu mets le coup de cravache. Mais sinon, je veux pas bosser le soir. Et le week-end, pareil, je veux faire autre chose. Enfin, sinon ça marche pas. Je veux bien me mettre à 100%. En tout cas, pour ce qui est du boulot la journée. Après, si je veux faire des trucs le soir, je vais pas bosser sur le jeu de société ou machin. Si je veux faire des projets perso, je veux bien. Mais pour le boulot, c'est limité dans les horaires de boulot. Tant pis. je me limite. Je m'auto-limite par rapport à ça. Mais c'est parce que sinon, ouais, ça marche pas. Ouais, mais c'est carrément plus sain hein, de faire ça, hein, très clairement. Ah bah oui, Oui, ça mais il marche t'a pas. fallu un électrochoc, du coup, en fait, Ah pour te bah oui, rendre oui, et compte de puis même ça. pour sentir la capacité de travail que t'as, moi je la sentais pas du tout. Tu vois, le moment où en fait, là c'est bon, t'en as trop fait en fait. Ouais. Là tu t'es sur la réserve. Et je savais pas du tout en fait. Moi j'étais sur l'ordi, et tu fais, ah ouais, j'ai super bien avancé. Il me reste encore 2 heures, je peux avancer encore plus. Et je pouvais rester jusqu'à 22 heures au labo, il n'y avait pas de... Hmm.
Ouais. Bref, c'était con. Bah, il fallait, comme tu dis, il fallait l'électrochoc. Mais c'est vrai que du coup, faut apprendre à se gérer, en fait. Faut apprendre à voir comment est-ce que toi tu fonctionnes, et puis... Et justement, les enfants, c'est un bon moyen pour ça aussi. Moi, quand j'ai eu mon fils, je bossais beaucoup. En fait, je venais de commencer, j'avais commencé il y a pas longtemps en fait mon boulot à EDF, et puis vu que je voulais bien faire, et ben je restais tard le soir, j'en faisais beaucoup, je passais beaucoup de temps au travail. Et puis quand j'ai eu mon fils, en fait, je me suis dit mais en fait mes priorités elles sont pas là, elles sont pas au boulot. Les priorités, c'est con à dire, c'est vraiment, j'enfonce une énorme porte ouverte en disant ça, mais les priorités, c'est chez moi, c'est ma famille, c'est mon cercle familial, et c'est passer du temps et des moments de qualité en famille ou même avec des potes et tout, et c'est pas me tuer au boulot, quoi. Et donc en fait, vu qu'il fallait que je m'occupe de mon fils, ça me forçait à rentrer plus tôt parce que je pouvais pas rentrer à 20h tous les soirs, quoi. Et du coup, voilà, ça m'a permis de recadrer un peu au niveau de mes horaires parce que je pense un peu comme toi, Jules. Je pense que je peux m'engouffrer rapidement dans le truc où allez, c'est bon, je peux en faire encore plus, et puis encore plus. Et en fait, tu auras toujours un truc à faire. C'est ça qui est con. Ouais. Tu as toujours du boulot. Le boulot, tu le finiras jamais. Enfin, c'est un peu triste de dire ça, mais le boulot, il sera toujours là, quoi. Même le lendemain, il t'attendra, il sera là. Donc, pourquoi vouloir en faire toujours plus À un moment, faut se dire stop. Ça met du temps à le comprendre. Enfin, j'ai trouvé, mais c'est pas facile. Et puis moi, comme j'expliquais à Marc tout à l'heure, au début de ma thèse, j'avais fini sous cacheton parce que je pouvais plus dormir parce que je bossais trop. Les 2 premiers mois, en fait, j'étais à fond sur la biblio, j'étais au taquet. Et j'en dormais plus, et du coup mon médecin m'avait dit je vous mets sous cacheton parce que là ça va pas. Et du coup ça c'était le premier électrochoc. Et puis après, en commençant mon nouveau boulot à EDF, il a fallu que j'ai un enfant pour me rendre compte que bon, allez, faut se calmer un petit peu, et puis voir, trouver un bon équilibre, quoi, voir où sont les priorités. Mais de toute façon, c'est clair qu'on a besoin je pense qu'on a besoin d'électrochocs pour se rendre compte de certaines réalités en fait qui nous forment, nous. Après, on n'a pas tous les mêmes, mais des fois, à force de trop faire quelque chose ou de trop se persuader de quelque chose, on se prend un gros retour de main dans la gueule. Et une fois que t'es par terre, t'es là et tu fais ok, je veux plus ça. Comment faire pour plus être par terre? Et je pense que c'est hyper pratique, non pas qu'il faille forcément descendre plus bas que terre pour réaliser des choses. Il vaut mieux s'en rendre compte avant, mais des fois ça fait du bien aussi de pouvoir juste se dire ok, d'accord, alors ça je sais que je veux plus, donc plus jamais, quoi. Et je trouve vos expériences vachement intéressantes. Faut arriver à trouver le recul nécessaire en fait pour se dire ça, et éviter de tomber dans l'écueil du culte de la performance, tu vois, de se dire allez, on est un peu éduqué sur cette base-là, quoi, de dire il faut réussir, il faut en faire toujours plus, il faut être le meilleur quelque part, tu vois. Et puis quand tu fais des études un peu longues, c'est un peu ça aussi, hein. Quand tu pousses les études un peu loin, c'est un peu ça. C'est pas toujours évident de trouver ce recul-là. Malheureusement, des fois, tu as besoin d'avoir cet électrochoc, mais ouais, faut arriver à trouver le temps de se poser, des fois, se dire ok, mes priorités c'est quoi, qu'est-ce qui me plaît en fait, qu'est-ce qui me plaît, de quoi j'ai besoin, et puis après t'es lag, quoi. Ouais, ça me rassure que tu me dises que c'est la première année que t'as le moins apprécié, parce que des fois c'est chiant, quoi. Et bon. Alors je sais plus, les thèses en géographie, je sais pas combien de temps ça dure, mais il me semble que c'est peut-être un petit peu plus long. 3 ans. Ah, c'est 3 ans aussi? Non, c'est 3 ans. Ouais, c'est 3 ans. Alors c'est en histoire que c'est plus long, parce que moi j'avais en tête que c'était 8 ans en histoire. Histoire, je crois. Hein. Non, en fait, alors si je dis pas de conneries, toutes les thèses sont 3 ans, c'est juste que nous en histoire et en archéo, on est pratiquement jamais rémunérés. Donc c'est pas possible de les faire en 3 ans en fait, parce que tu dois bosser à côté. Donc du coup, au final, tu les fais durer plus longtemps. Je crois que j'ai une connaissance, il a mis 10 ans à faire sa thèse, je crois.
Putain. Putain, c'est quasi une thèse d'état. Ouais, c'est ça, hein, c'est 10 ans parce Au qu'il moment où ça existait il encore. donnait des cours, il faisait des chantiers, etc. Et comme t'es pas payé pour ta thèse, il y a des moments où il relâchait complètement et il reprenait après, quoi. Donc, Et ça souvent, on permet ça dit aussi, mais que c'est la deuxième année la meilleure. T'as peut-être dû entendre ça. Bah, je savais pas trop. Il y en a qui disaient que c'était la première année qui était très chouette, et ça me faisait peur. Ou genre de trucs. La première année, Mais en fait, j'ai l'impression que ça tu dépend. découvres un peu le sujet, Mm. tu fais ta biblio, tu t'es pas Ouais, encore voilà, ouais. tout à fait Ouais. aguerri sur ton sujet. Mm. La deuxième année, tu as bien trouvé tes marques et Mm. tu sais de quoi tu parles, mais en même temps, tu n'as pas commencé encore à rédiger ton manuscrit. Tu n'es pas trop emmerdé par ça Mm. non plus. Donc c'est pour ça, tu te fais vraiment plaisir sur ton sujet de recherche. Et après, bah voilà, tu commences ton manuscrit à préparer ta soutenance et tout, donc c'est un peu moins fun. Mais ouais, souvent, voilà, on dit que c'est la deuxième année la plus cool. Bon, après, ça Eh dépend peut-être ben, des hâte gens. d'y être. Ouais. Hâte d'être dans la meilleure année. Je vais te dire ça se trouve, la deuxième année, ça va pas te plaire. En fait, ce qui est chiant cette année, c'est que... Non, mais ce qui est chiant cette année, c'est que bah, j'avais pas de terrain, en fait. Du coup, bah, voilà, je fais de la biblio pendant quelques temps, mais C'est vrai que toi, j'ai pas de terrain, je peux pas aller en t'as Espagne. bien choisi ton année pour commencer ta thèse. Non, il y a pire, parce que j'avais candidaté à d'autres thèses, et il y avait une thèse où j'avais fini deuxième. J'étais dégoûté. Et parce que la thèse, c'était trouver des grottes par image satellite, par machin, et par connaissance géomorpho. Trouver des grottes en Afrique du Sud qui sont susceptibles d'abriter des zones fossilifères suffisamment anciennes pour mettre à jour les plus vieux vestiges de l'histoire de l'humanité. Sur le papier, ça a l'air cool. Voilà. Bah ouais, voilà, tu donnes ton sujet, personne te demande à quoi ça sert. C'est trop classe, c'est juste trop classe. En plus, bah du coup, tu vas faire des missions dans le bush d'Afrique du Sud. Faut faire gaffe aux lions. Voilà, c'est tout. Ça, c'est Indiana Jones, tu vois. Et j'ai fini deuxième, j'étais dégoûté. Sauf que, bah voilà, la personne qui a commencé Covid, et ben je sais même pas si elle a pu aller sur son terrain en Afrique du Sud. Et probablement ça, pas. ouais. Comme quoi. Du coup, bah au final, j'étais content de pas l'avoir eu. Au ce final, sujet-là. Comme quoi. C'était le destin. Ouais. Bon bah écoutez les gars, bah, je sais pas si vous avez des choses à rajouter ou pas. Bah si, moi je veux bien rajouter que tu nous as fait des super compliments Marc, mais je trouve que tu passes pas ton temps à rien foutre, je veux dire de tout et de rien, c'est vraiment trop cool. Le nombre de gens juste le nombre de gens que t'as réussi à fédérer autour de ça, on n'en parle pas mais moi je trouve ça assez dingue. Le nombre de combats de doodle que t'as accepté de perdre parce que personne ne les remplissait, c'est absolument incroyable, la maîtrise de soi que tu as eue. Enfin bref, les retards, les machins, les gens qui en appellent d'autres pendant qu'ils sont en train d'enregistrer, du coup ça leur coupe l'enregistrement 3 fois par exemple. Bref, le boulot que tu passes derrière, c'est trop cool et voilà, enfin c'est trop chouette. Bah, Ouais, merci, je suis d'accord. à toi. Merci les gars. J'allais dire exactement la même chose. Je suis impressionné par ce que tu as fait avec cette émission et puis même de manière générale, je te connais depuis quelques temps. Je pourrais te retourner tous les compliments que tu m'as fait, le fait de faire plusieurs choses, du théâtre, de la musique, de les faire bien. Parce qu'en visite, je veux dire les visites de Marc à Chauvet 2, les visiteurs ils s'en souvenaient quoi aussi, ben vraiment. Quand c'était Marc qui faisait l'atelier musique, pareil, on le savait. Hein. Ça c'est au-delà du fait qu'on l'entendait hurler, on le savait par les gens aussi quoi. Enfin bref, non mais ouais. Merci. Cette capacité de savoir imiter la mouette aussi, ça. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Alors, ça c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Qui sait aussi bien imiter je laisserai la mouette. cette mouette au montage pour une fois parce que je les retire d'habitude parce que pour ne pas casser les oreilles de mes auditeurs, mais ouais, bah, merci. Franchement, ça me touche aussi beaucoup. Même si j'ai l'impression d'être un horrible chef de projet tortionnaire à contacter les gens non-stop. À faire une... Ah mais aussi, mais tu peux avoir du génie tout en étant tortionnaire. Ah oui, c'est vrai. On l'accepte, hein, on le sait. C'est vrai, j'avoue. Non, vraiment pas. Bah merci à vous les gars. C'est moi qui suis gêné. Je vous ai fait des compliments et au final c'est moi qui suis gêné d'en recevoir. Vous voyez, c'est inadmissible. C'était un épisode très très chouette en votre compagnie. C'est l'épisode le plus long jamais réalisé. Et merde, on fait combien 1h47. Ah oui. Ouais, mais c'est cool parce qu'on a dit plein de trucs et puis c'était ouais,
c'était puissant. Moi j'ai trouvé ça cool de vivre ce moment avec vous, ça m'a fait vraiment plaisir. En plus vous connaissez pas et je trouve que ça a super bien matché au final, donc je suis bien content d'avoir fait ta connaissance, Jules, en tout cas. C'est exactement ce que j'allais dire pour toi. Petites expériences sociales que je fais, et puis qui sait, peut-être qu'un jour vous vous croiserez. C'est vrai que c'est chouette la vidéo, parce que sinon c'est vrai que les voix clairement en audio se ça mélanger marche et pas. tout, puis tu vois pas la personne en face, donc c'est chouette aussi. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Merci à vous deux, merci également à vous, chers auditeurs. Voilà, ils sont toujours pas là, il y a un mur blanc derrière. Oui, mais si vous êtes restés jusqu'au bout, effectivement, c'est chouette. 1h47, c'est chouette. 1h47, si vous êtes allé au bout, merci à vous. Et puis on espère que vous êtes au rendez-vous comme à chaque fois. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes. Il restera un dernier de rien et de tout, en tout cas de cette session-là. Ce sera normalement avec Alexandre et Tiffany. Il n'est pas encore tourné, il sera probablement pas tourné avant très longtemps, mais c'est pas grave, il arrivera à un moment donné ou à un autre. En attendant, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube, sur SoundCloud, sur Spotify, sur ce que vous voulez. Des de tout et de rien, il y en a à l'appel qui arrive grâce à des gens formidables comme les 2 personnes que vous avez écoutées aujourd'hui. Donc merci à vous et merci à tout le monde et aimez-vous les uns les autres comme disait un certain Jésus-Christ. Voilà, je sais pas pourquoi je termine là-dessus. Parce que trop d'émotions, je ne sais pas comment faire. Voilà. Merci à toi, Marc.